sur les différents instruments de ce Conseil européen de l'innovation. Donc, on a à la fois des sujets ouverts, c'est-à-dire sans thématique imposée, et également, on le verra tout à l'heure, une partie du financement qui est fléchée vers les grands défis stratégiques de demain. C'est un financement agile de l'idée à l'investissement avec 3 instruments. Un premier instrument que l'on appelle l'éclaireur en français ou Pathfinder en bruxellois dans le texte, qui permet, je dirais, qui prend la suite pour ceux qui les connaissaient des projets Future Emerging Technologies Open dans Horizon 2020. C'est la rupture depuis la recherche avancée jusqu'aux technologies émergentes. On développera cela un peu plus tout à l'heure. Un nouvel instrument qui, lui, n'existait pas auparavant, qui est justement de faire cette transition entre les technologies qui émergent et qui sortent du labo à niveau de technologie 4 à peu près, jusque vers l'industrie. Et puis cet accélérateur qui est une montée en puissance et qui pour la première fois intervient à la fin. Alors pour la première fois, on a déjà eu une phase prototype depuis 2019, comme je vous le disais, mais c'est quand même quelque chose de relativement nouveau, intervient à la fois en subvention, mais surtout en investissement. Et avec la création d'un fonds Conseil européen de l'innovation, nous y reviendrons. Enfin, ce Conseil européen de l'innovation se veut aussi, je dirais, la création d'écosystèmes et de communautés dédiées pour favoriser cet accompagnement, avec l'appui de ce qu'on appelle un Business Acceleration Service, qui permet aux bénéficiaires d'accéder à du coaching, à des mentors, à des grandes entreprises, à d'autres investisseurs, à des appuis extérieurs, quelque chose de totalement nouveau qu'on appelle les managers de programme EIC, qui eux seront là pour développer une vision stratégique et technologique. C'est là vraiment qu'on sent le côté stratégique et politique de cette vision, et c'est pour ça que je parlais de DARPA, véritable DARPA européenne, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Et puis également l'attractivité d'autres investisseurs aux côtés de la Commission qui est là pour, je dirais, réduire le risque et ouvrir la voie à la croissance de ces entreprises. Donc aujourd'hui, nous allons balayer un peu plus ce que contient l'éclaireur, la transition et l'accélérateur, mais surtout nous focaliser sur l'accélérateur. Alors je passe la parole à Jean-Jacques qui va continuer sur le cadre. Merci Laurent. En fait, le cadre, ce qu'on est en train d'évoquer, donc l'accélérateur, s'inscrit dans un cadre plus large qui est celui d'Horizon Europe. Horizon Europe, c'est le grand programme de soutien à la recherche et l'innovation qui est piloté par la Commission européenne. C'est à peu près une centaine de milliards, en fait, si on regarde la totalité des fonds qui vont être alloués, puisqu'il y a une partie du fonds de relance qui va également venir abonder tout ça. Et en fait, la structuration de ce programme, et tu évoquais, Laurent, le fait qu'on pense à une DARPA, donc finalement quelque chose qui est né aux États-Unis. Il faut savoir que le programme CARD, quand il est né dans les débuts des années 80, il s'est beaucoup appuyé sur des programmes qui avaient été mis en place aux États-Unis et au Canada à cette époque. Et donc, en fait, l'organisation du programme cadre est relativement simple. En fait, vous avez 3 piliers. Un premier pilier qui est plutôt tourné vers ce qu'on appelle l'excellence scientifique. C'est-à-dire qu'on va aider des chercheurs à créer leur laboratoire, à renforcer leur équipe. L'idée de la Commission européenne, c'est de pouvoir aider des chercheurs d'excellence qui ont vocation à devenir les top 3 dans les 5 à 10 ans qui viennent. Il y a également un énorme volet sur la partie mobilité, c'est-à-dire comment aider des chercheurs, alors issus du public comme du privé d'ailleurs, à pouvoir acquérir de nouvelles connaissances au travers de passages dans des laboratoires ou des entreprises. Donc ce sont les actions Marie Curie. Et il y a un volet également sur la question des infrastructures de recherche, notamment dans le numérique, pour faire en sorte que derrière, on puisse avoir les conditions qui permettront aux entreprises et aux labos de développer les meilleures recherches possibles. On a un deuxième pilier qui est un pilier central qui va s'organiser autour de thématiques, c'est-à-dire que la Commission européenne, les États
vont identifier des sujets qui leur apparaissent des sujets clés pour les 7 années à venir. Je ne l'ai pas dit, mais le programme cadre, c'est pour la période 2021-2027. Et donc, parmi les sujets clés, on va retrouver évidemment la santé, dans lequel, par exemple, il y a un focus, ça ne vous étonnera pas, sur tout ce qui est lutte contre les pandémies, le cancer, les maladies cardiovasculaires, mais également un gros volet sur la e-santé. On va y retrouver aussi des thématiques qui tournent autour des sciences humaines et sociales. On va retrouver la culture, la créativité, société inclusive. Et on va retrouver également toutes les thématiques liées à la sécurité, sécurisation, par exemple, des infrastructures. Un gros volet sur le numérique, l'industrie et l'espace, dans lequel on retrouve aussi pas mal de sujets qui sont en lien avec l'innovation. Donc, une idée déjà que Laurent a évoquée, qui est vraiment de faire en sorte qu'on puisse avoir tout un continuum d'actions qui sont soutenues, depuis de la recherche fondamentale jusqu'à quasiment la mise sur le marché. On peut dire la mise sur le marché d'ailleurs au travers du programme Accélérateur qu'on va vous décrire. Un gros enjeu autour du climat, de l'énergie et de la mobilité, avec derrière cette idée de décarboner l'Europe à horizon de 2050. Un volet sur l'alimentation, la bioéconomie, les ressources naturelles. Là aussi, sur ce dernier point, beaucoup de choses qui tournent autour de l'économie circulaire et puis du développement aussi d'alternatives à l'utilisation de matières premières qui sont rares et pas situées sur l'Europe. Et puis, vous voyez sur cette diapositive le Centre commun de recherche, qui est en fait un centre de recherche qui est animé qui est le centre de recherche de la Commission européenne. Et le troisième pilier sur lequel on va se concentrer ce matin, avec le Conseil européen de l'innovation, un autre volet sur les écosystèmes européens d'innovation, où là, l'idée, c'est plutôt de mettre en lien, de faire travailler ensemble sur des sujets assez différents, comme par exemple les questions d'achat public de l'innovation, des acteurs de type pôle de compétitivité, cluster, agence d'innovation. Et puis, un volet sur l'Institut européen d'innovation et de technologie, ce qu'on appelle l'EIT, qui est extrêmement intéressant et très complémentaire d'ailleurs à ce qu'on va vous évoquer aujourd'hui sur le programme Accélérateur, et puis un certain nombre d'activités transverses. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Horizon Europe sur 2021-2027 va être le programme principal de financement de la recherche et de l'innovation en Europe, que ce programme est très bien structuré, il fonctionne sous forme d'appel à projet, Accélérateur étant un des appels à projets qu'on va vous décrire aujourd'hui. C'est quelque chose de très cadré, c'est de l'argent qui existe, c'est quelque chose qui a été voté et on sait par expérience, puisque maintenant on a à peu près 40 ans de retour sur ces programmes. C'est des programmes sur lesquels les financements sont fléchés, sur lesquels ils sont bien décaissés. Et puis last but not least, alors sauf dans le cas d'Accélérateur, puisque c'est un cas un peu particulier dans lequel on retrouve à la fois de la subvention et de la prise de participation, mais ça fonctionne en subvention sur des taux qui sont quand même assez intéressants, entre 70 et 100%. Diapositive suivante. Diapo suivante. Voilà. Le mécanisme des dispositifs européens, ce qu'il faut voir, c'est que le programme qu'on est en train, en fait, d'évoquer, en fait, il s'inscrit finalement dans un mécanisme de dispositif européen qui est un peu plus large. En fait, typiquement, ce qu'on est en train de vous décrire, c'est ce qu'on appelle une politique sectorielle, c'est-à-dire que on va s'intéresser particulièrement à un sujet, mais vous avez d'autres systèmes de dispositifs européens qui fonctionnent. Il y a les régions qui bénéficient de fonds européens de la Commission européenne. C'est ce qu'on appelle les fonds structurels. Je pense que un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, en bénéficient. Ce sont ce qu'on appelle les fonds FEDER, les fonds sociaux européens pour plutôt des aspects de formation. Et puis, pour tout ce qui est agriculture, on a les fonds FEADER. Et puis, ces fonds structurels permettent aussi de favoriser les coopérations entre acteurs de régions frontalières. Et c'est vrai que dans nos deux régions, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, on a une frontière assez large. Je pense qu'on doit être nos deux régions à plus de 1200 km de frontières communes, que ce soit avec la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Et donc, on a toute une série de programmes qui permettent de favoriser la coopération. Vous avez aussi une action des États qui ont des programmes de coopération intergouvernementale comme Eureka ou d'autres qu'on pourrait citer. Donc, ce qui permet de faire aussi
de favoriser plutôt les coopérations entre acteurs industriels et académiques en Europe sur une caisse qui n'est pas celle d'Horizon Europe, mais qui permet d'avoir encore plus de moyens pour pouvoir les mener en place. Et puis, last but not least, on a également la Banque européenne d'investissement, avec le Fonds européen d'investissement et tous ces outils, qui lui va permettre de pouvoir agir auprès des entreprises plutôt sur des aspects de prêt, et donc de pouvoir compléter cette offre de financement de la Commission européenne. Et vous verrez en effet qu'Accelerator est vraiment un exemple typique dans lequel on arrive, comme c'est montré sur cette diapositive, à faire en sorte que l'ensemble des rouages puissent s'intégrer les uns avec les autres et puissent in fine contribuer à ce qui est finalement qu'une version de développement économique, c'est-à-dire qu'on veut, par tous ces programmes, pouvoir générer un maximum de valeur ajoutée et d'emplois sur le territoire européen et faire en sorte que notre continent reste un continent en pointe sur les grandes thématiques scientifiques et techniques. Diapositive suivante. Ce qui, lorsqu'on on peut le représenter plutôt d'une manière un peu différente. Hein. Donc vous voyez sur cette diapositive, on a choisi une échelle, alors qui n'est pas une échelle neutre, hein, c'est l'échelle de ce qu'on appelle des TRL, ou Technology Readiness Level, qui est en gros une échelle de maturité d'une technologie qui va entre 1 et 9. Donc 1, on est sur la recherche fondamentale, 9, on est sur la mise sur le marché. Et cette échelle est utilisée d'ailleurs par la Commission européenne pour pouvoir qualifier la maturité des différents projets qu'elle reçoit ou qu'elle veut financer. Donc vous verrez qu'en effet, cette échelle est une échelle importante pour nous dans le cadre d'Accélérateur, puisque la Commission européenne est dans un financement qui est plutôt sur l'aval de la chaîne, comme vous le verrez, grosso modo entre 6 et 9. Et elle fait d'ailleurs, vous verrez la distinction entre la partie qui relève du financement en subvention et l'autre qui relève d'une prise de participation. Et quand vous regardez en effet les différents outils qui sont disponibles, vous les calez par rapport à l'échelle des TRL, vous voyez un peu quels sont les programmes dans lesquels vous avez intérêt à aller. Donc évidemment, vous voyez au centre les programmes sur lesquels on va évidemment focaliser notre intervention. Mais j'attire votre attention sur le fait que la recherche européenne, il y a une grande majorité qui est menée sous forme de recherche collaborative, c'est-à-dire que vous faites coopérer des entreprises et des laboratoires sur un certain nombre de sujets qui fonctionnent le plus souvent par appel à projet dans lequel on décrit assez précisément ce que l'on souhaite que vous fassiez dans le cadre du projet, avec l'Institut européen de technologie qui est un sujet dans le sujet, mais gros volet sur la partie coopérative. On peut avoir des sujets qui sont très focalisés, notamment en médecine, sur le développement de nouvelles générations de médicaments, mais également sur l'hydrogène, la pile à combustible, d'autres sujets, c'est ce qu'on appelle les JTI. Et puis, on a également des choses intéressantes liées à tout ça, qui sont ce qu'on appelle cascade funding, qui sont des tout petits financements, alors petits, non en montant, mais pas en importance, puisque ça permet notamment pour des preuves de concept de pouvoir faire des choses intéressantes. Et puis, sur le bas de la diapositive, j'attire votre attention sur un programme qui sera lancé probablement sur la deuxième partie de l'année, qui s'appelle Eurostar 3, et qui permet de faire de la recherche collaborative entre un nombre très limité d'acteurs, généralement 2, 3, alors plutôt des entreprises d'ailleurs qui le font, et qui est assez complémentaire à ce qu'on va vous évoquer aujourd'hui. D'ailleurs, on observe qu'il y a des porosités entre les différents programmes, puisque un certain nombre d'entreprises qui vont déposer un projet dans un programme A, en fait, si le projet n'est pas accepté, vont pouvoir le recycler, mais au bon sens du terme d'ailleurs, dans un autre programme. Et d'ailleurs, on voit l'effet structurant d'ailleurs qu'a l'effet d'écrire une proposition. Voilà pour cette diapositive. Donc, sur les dispositifs de l'EIC dans le détail, donc, après ce qu'a évoqué Laurent, hein, donc on a trois volets qui vont être ouverts, donc l'éclaireur, transition et puis accélérateur. Donc, si je fais une différence qui est assez, on va dire un peu rapide, l'éclaireur, vraiment, on est au début de l'échelle des TRL. L'idée, c'est de faire une preuve de concept et d'avoir une première validation technologique de la technologie, première validation de la techno. On est sur des niveaux de TRL bas, on est sur de la subvention, parce que vous imaginez qu'il y a un niveau de risque qui est quand même
extrêmement élevée. On a, et c'est là aussi une des caractéristiques du Conseil européen d'innovation, une approche qui est un peu mixte, c'est-à-dire que à la fois on est capable d'avoir un volet qui est ce qu'on appelle des sujets ouverts, c'est-à-dire ceux qui connaissent l'Agence nationale de la recherche, on est sur des programmes blancs. L'idée, c'est de pas brider la créativité des chercheurs, ou alors on va essayer de définir ce qu'on appelle des défis, c'est-à-dire des sujets ou des grandes thématiques sur lesquelles on aimerait bien que les gens puissent se focaliser. Donc il faut jouer sur les deux volets. Et puis on est dans une approche qui est une approche collaborative. Alors on aura sur un dispositif, c'est 3 partenaires minimum, mais ça dépendra aussi des sujets. On pourrait être sur 2 également. Il y a un volet qui est un volet intermédiaire, hein, qui est ce qu'on appelle volet transition, où là, on va essayer un peu de sortir de programmes qui sont plutôt des programmes qui sont axés sur la recherche fondamentale, mais vraiment de faire maturer la preuve de concept et d'arriver à, on va dire, sur une échelle de terrain un peu intermédiaire. Donc là, on est vraiment sur la partie 4, entre 5 et 6. Et donc, on va aller sur la subvention. Et là aussi, il y a un aspect ouvert et puis un aspect qui va être un peu plus focalisé. Là, on a des consortiums qui vont être un peu plus hauts. Et puis la partie accélérateur. Vous comprenez la philosophie générale d'ailleurs du Conseil européen de l'innovation en voyant ce simple schéma. C'est que là, on est véritablement sur une partie d'accélération qui est de se dire, OK, on a eu une recherche qui a été une recherche fondamentale, on a bien validé que ça fonctionnait au niveau du laboratoire, on a les premiers pilotes, mais maintenant, comment on fait pour faire en sorte, comme le disait très bien Laurent, d'aboutir à la création ou renforcement d'entreprises qui vont devenir, et la Commission ne s'attache pas dans le programme, qui vont vraiment devenir des leaders sur leur sujet, leaders européens, voire leaders mondiaux. Et c'est là où on retrouve quelque chose qui alors existait mais qui a évolué, où la différence c'est qu'on peut y aller tout seul. D'ailleurs, c'est un des rares instruments européens sur lequel on peut aller seul. On est sur des niveaux de maturité technologique, vous le voyez, qui sont un peu plus élevés. Et puis, on a une partie mixte. Et c'est ça aussi qui est vraiment une. Alors là, on dit souvent que ce programme cadre, c'est une évolution et pas une révolution, mais pour moi, depuis 2 ans, il y a eu une révolution. C'est le fait que la Commission européenne sur le programme cadre passe d'un monde qui était un monde de la subvention à un monde dans lequel on est capable aussi de donner les moyens en termes d'equity aux entreprises de se développer. Et donc, accélérateur est vraiment l'outil dans lequel on a à la fois une partie en subvention et une partie en investissement. Et vous voyez que les montants ne sont pas du tout neutres. Et là, mais on va le décrire beaucoup plus dans le détail. Là, c'est pareil, il y a cette stratégie qui est à la fois d'avoir une partie qui va être sur des sujets ouverts. Vous allez venir finalement avec la techno, quel que soit son domaine, et puis on va focaliser sur les grands défis, puisque vous voyez que le programme cadre aussi est un moyen pour la Commission européenne de pouvoir mettre en place ces politiques qui sont autour de la transition digitale, de la transition écologique et énergétique, et puis également la transformation des thérapies et des systèmes de santé. Voilà, Laurent ? merci Jean-Jacques. Donc, pour faire la transition, avant de rentrer dans la deuxième partie de ce webinaire, dans une présentation plus détaillée de l'accélérateur version 2021-27, hein, version Horizon Europe, cet accélérateur a déjà eu une phase pilote qui a été lancée dans le cadre d'Horizon 2020, donc le précédent programme cadre, depuis le milieu de l'année 2019. Et nous avons la chance d'avoir eu parmi dans nos 2 régions, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, des lauréats à cet accélérateur pilote. Et donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir parmi nous Alban De Luca, qui est donc le CEO, comme on dit en européen dans le texte, d'Archéon Médical, et qui va vous présenter son expérience liée à un appel qui a été spécialement ouvert dans le cadre du début de la pandémie Covid et dans lequel a pu s'insérer Archéon. Donc, Alban, alors, je fais une petite manip pour vous passer vos slides. Hop. Très bien, merci. Bonjour à tous, merci de m'accorder un petit peu de temps de parole pour ce témoignage. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense qu'on vous entend. Oui, très bien. Ok, très bien. Très bien. Parfait, parfait.
Donc, souhaitez-vous que je partage mon écran? Alors, Non, c'est très bien. je vous passe vos Parfait. slides peut-être. OK, très bien. Donc, bonjour à tous. Archeon, en fait, c'est une entreprise qu'on a créée il y a 3 ans avec mon associé Pierre-Édouard Saillard. On a souhaité en fait donner une connotation un petit peu mythologique parce qu'on travaille dans le domaine de la médecine d'urgence. Et puis, pour la petite anecdote, l'Achéron, c'était un des affluents du Styx qui séparait le monde des vivants du monde des morts. Et on trouvait la symbolique intéressante pour notre domaine d'activité. Vous pouvez passer la slide si vous le souhaitez. Donc en fait, Archeon travaille sur des technologies de rupture principalement fondées sur le développement de modèles mathématiques pour essayer d'interpréter les constantes vitales des patients en situation d'urgence vitale. Et on travaille surtout depuis le début de la création de la société sur l'interprétation des métriques ventilatoires. Donc tout ce qui est lié à l'oxygénation, la ventilation du patient en situation d'urgence vitale. Euh, euh, c'est une entreprise qui a 3 ans d'existence, donc on a créé en janvier 2018. On est aujourd'hui une équipe de 15 personnes, dont 13 personnes à temps plein, principalement en fait composée d'ingénieurs en R&D avec un gros focus sur la partie logicielle et électronique. On a également un mécanicien en interne, bien que nos innovations, en fait, elles soient surtout fondées sur la partie logicielle, hein. Et puis, on commence à déployer une petite équipe commerciale avec un directeur commercial, une personne au marketing, une personne à la communication, puisqu'on a commercialisé notre premier produit, donc en fin octobre 2020. Vous pouvez passer la slide, Laurence. Merci. Donc, on est localisé à Besançon, donc on a un seul site pour le moment. Notre premier produit, en fait, est totalement produit en France, 100% de la production réalisée en France, entre la région Bourgogne-Franche-Comté sur la partie mécanique, la partie électronique qui est réalisée dans le nord de la France sur Verquin, à côté de Lille. Il y a certains consommables en fait qu'on achète en Suisse, mais tout le reste est fabriqué en France. Nous avons obtenu une certification ISO 13485. Donc, pour ceux qui ne sont pas du domaine médical, en fait, c'est un standard international qui permet de certifier que l'entreprise est conforme à l'ensemble des réglementations internationales et en termes de management de la qualité, hein, que ce soit sur les activités de conception, de production, de commercialisation et de surveillance post-marché des dispositifs de santé. Et notre premier produit a été marqué CE en fin septembre 2020. Et ce premier produit, vous pouvez passer la slide, Laurence, c'est un dispositif d'aide à la ventilation manuelle. Donc, je ne sais pas si ça parle à beaucoup d'entre vous, la ventilation manuelle. Donc là, vous voyez sur cette slide, on voit un ballon, ce qu'on appelle un ballon auto-remplisseur et un masque oxygène. Hein, c'est en fait un insufflateur, l'ensemble forme un insufflateur manuel. En fait, c'est un système qu'on connecte à une bouteille d'oxygène quand le patient n'est pas en capacité de respirer seul, qui fait une détresse respiratoire ou un arrêt respiratoire ou cardio-respiratoire en général. Un arrêt de la respiration, c'est souvent suivi par un arrêt du cœur. Donc, vous avez certainement déjà dû voir ça dans les séries télévisées, etc. Donc, le ballon, en fait, se remplit d'oxygène. On presse tout simplement avec la main sur le ballon en maintenant le masque sur le visage du patient pour lui administrer de l'oxygène, faire en sorte, en fait, que le sang reste bien oxygéné et amener, en fait, l'oxygène au cerveau pour éviter que les cellules ne meurent. Et ce produit, en fait, EOLife, que vous voyez dans la main de la personne là, qui le tient, c'est le produit qu'on a développé. En fait, jusqu'à présent, la ventilation était réalisée de manière à l'aveugle, totalement à l'aveugle. Il y avait on va dire des consignes, hein, des entraînements qui étaient d'essayer de délivrer à peu près 6 à 7 millilitres d'oxygène par kilo en fonction du poids du patient. Mais vous, vous doutez bien qu'en appuyant sur le poids, c'est difficile de respecter ces recommandations. Il y a tout un tas de recommandations aussi sur le management des voies aériennes et puis sur les pressions d'oxygène et sur les volumes d'oxygène qu'on doit administrer au patient en fonction de sa corpulence, de son âge, de son sexe, etc. Très, très difficile à maîtriser sans appareil de mesure.
Et donc, EOLife, c'est un dispositif avec un capteur de débit d'oxygène qu'on positionne en fait entre le masque et le ballon. Ce capteur vient mesurer en fait les débits inspiratoires et expiratoires. Et on a un dispositif électronique qu'on voit à l'écran là, qui fait une interprétation en temps réel des mesures et qui fait une estimation des caractéristiques pulmonaires du patient. Donc ça, c'est la plateforme en fait d'IA qu'on a développée ces dernières années pour pouvoir guider directement l'équipe de secours et l'équipe de soins pour administrer en fait la bonne quantité d'oxygène et de la bonne manière en fait pour chaque patient. Et ça, c'est vraiment une révolution. C'est le premier produit de ce type en fait qui sort sur le marché. Il n'y a aucun équivalent à travers le monde. Et on a, vous pouvez passer la slide, Laurent, pardon. Et on a fait donc les premières ventes et première utilisation chez l'homme dès cet automne, dès le mois de novembre. Donc voilà, là, ça résume un petit peu voilà, ce que je viens de vous dire. Et EOLife, en fait, notre premier produit, c'est un système donc intelligent qui mesure les paramètres ventilatoires en temps réel et qui donne un retour sur la qualité de la ventilation selon le profil de patient rencontré. Donc, c'est un dispositif médical qui est dédié principalement à la prise en charge des arrêts cardiopulmonaires chez l'adulte. Voilà, c'est à ce type de patient qu'on le dédie, puisque tous les essais et les homologations qu'on a passées, en fait, se basent sur des tests qu'on a réalisés pour l'instant uniquement sur des modèles de patients adultes. Donc, on ne peut pas revendiquer d'utilisation chez l'enfant pour le moment, mais ça ne saurait tarder. On a également fait pas mal d'essais. Non seulement, en fait, on dédie pas forcément cet appareil au premier secours, parce qu'on entend bien qu'en fait, le système de ventilation manuelle, c'est surtout utilisé en urgence par les pompiers, par les services d'ambulance privés, en médecine de catastrophe, voilà, ou par les associations un peu humanitaires comme la Croix-Rouge. Mais on peut également l'utiliser en intra-hospitalier dans les services de réanimation, de soins intensifs, lorsqu'on n'a pas forcément de ventilateur mécanique à proximité, qu'on n'a pas forcément le temps en fait de brancher le malade sous un ventilateur, ou qu'on fait des transferts de patients entre services ou des transferts interhospitaliers. Pardon. Donc là, on a un exemple aussi d'une utilisation par le CHU de Besançon qui est équipé de notre appareil depuis cet été, parce qu'on a, avant l'homologation en fait, de l'appareil, on avait déjà réalisé quelques équipements dans le cadre de la crise, je vais en parler juste après. Donc, on a réussi à démontrer pour le moment une augmentation de la qualité de la ventilation telle qu'elle est définie par les sociétés savantes de 70%. On a 70% d'augmentation de la qualité de la ventilation, c'est-à-dire que sans appareil d'aide à la ventilation, on était à peu près à 15% des patients qui étaient ventilés conformément aux recommandations internationales de médecine d'urgence. Et aujourd'hui, avec EOLife, on est passé à 90% de performance. Pour l'instant, bien sûr, c'est des études préliminaires qui sont effectuées sur de petits échantillons. On a encore du temps devant nous pour réussir à démontrer que ça a un réel impact sur la survie, parce que la survie est tellement multifactorielle que ça nécessite en fait des études sur des très gros échantillons de patients. Mais là où on a un très bon espoir, c'est qu'il y a une étude américaine qui a été réalisée et publiée en 2019 par l'Université de Dallas, qui a été réalisée chez 560 patients adultes en arrêt cardio-respiratoire, qui a démontré que prodiguer en fait une ventilation conforme aux recommandations de médecine d'urgence à un patient en arrêt cardio-respiratoire permettait de doubler les chances de survie. On passait de 4 à 10% de survie chez les patients en arrêt cardiaque. Et donc, ils avaient fait ça avec des méthodes expérimentales très difficiles à mettre en place dans la routine, en routine. Et en fait, on a le bon espoir que EOLife va permettre de sauver de nombreuses vies à l'avenir. Voilà. On peut passer la slide. Là, je vais y aller très succinctement. En fait, ça, c'est la première étude qu'on a réalisée qui montre, si vous regardez en fait les différentes courbes, les différents histogrammes, qu'avec une ventilation au masque, donc l'histogramme tout à gauche, on avait 75%
15% d'hyperventilation. Ce qu'on appelle l'hyperventilation, c'est quand on fournit trop en fait, d'oxygène avec des volumes ou des pressions ou des fréquences beaucoup trop importantes, ça lèse les alvéoles pulmonaires, ça crée des saignements, ça crée des barotraumas et en fait, indirectement, on pense, voilà, là, le patient, il a un arrêt cardio-respiratoire, il faut vite lui envoyer de l'oxygène, mais on veut faire trop bien et en fait, on détruit ces alvéoles. Et en fait, ça a l'effet inverse, c'est que du coup, après, on a du mal à l'oxygéner et puis on a du mal à, voilà, bien le ventiler. Et l'histogramme juste à droite, on voit qu'en fait, on est passé en fait, sur ces mêmes équipes en fait, on a totalement réduit les cas d'hyperventilation. Malheureusement, on n'a pas réussi à limiter en fait l'hypoventilation, et qu'on est toujours à 10%, mais tous les cas d'hyperventilation en fait ont été réduits avec l'utilisation de notre prototype. Alors en fait, EOLife, c'est un produit qui a aujourd'hui obtenu pas mal de distinctions à la fois au niveau national et international. On a eu la chance de très tôt, en fait, dès la première année d'existence d'Archeon, de remporter certains concours à l'innovation, notamment le concours iLab, qui nous a permis de financer une bonne partie de nos travaux de R&D en subvention. Et après, on a réussi à décrocher d'autres titres comme le Grand Prix Innovation au OELS World de Monaco, où on fait partie des finalistes du Hello Tomorrow Challenge. Donc ça nous a donné beaucoup de visibilité aussi. Et, on peut passer à la slide d'après. Alors, moi, je souhaite en fait vous faire un retour d'expérience, un peu de comment nous on a vécu chez Archeon l'arrivée en fait de la crise et du Covid-19. En fait, en février 2020, on était pile en phase de lancement industriel, donc on avait totalement fini le développement du produit, on était censé lancer l'industrialisation d'EOLife. Et pile au moment où on souhaitait faire les approvisionnements en composants électroniques, notamment les composants les plus critiques, c'est les batteries au lithium, les écrans tactiles, ce genre de choses qui viennent d'Asie, qui sont tous produits en Asie. Eh bien, on nous a informé qu'en fait les frontières étaient fermées et puis qu'on ne savait pas quand ça rouvrirait. Et donc on est resté dans l'attente au début, les premières semaines, en ne sachant pas si ça allait être très, très court, très momentané ou non. Et puis, on a été forcé de se rendre à l'évidence que ça prendrait un certain temps. Donc, on a dû mettre totalement en stand-by notre industrialisation qui, au final, en fait, s'est relancée en juin. Donc, on était censé lancer en février, on l'a lancé seulement en juin. De la même manière, en fait, nos sous-traitants français, nos industriels, en fait, étaient aussi impactés par la crise, avaient du personnel qui était affecté par le Covid, donc ont dû fermer, etc. Donc, c'était très, très long. Et en fait, on a profité de ce temps mort pour déployer en fait les prototypes qu'on avait d'EOLife pour venir en aide aux hôpitaux français qui en ont fait la demande, en adaptant en fait les algorithmes d'EOLife pour évaluer la qualité de la ventilation qui était prodiguée aux patients en réa sous ventilateur mécanique, puisqu'on a eu un gros shortage, on a eu un gros manque en fait de personnel déjà hospitalier, surtout en réanimation, et puis de ventilateurs de pointe qui proposent un monitoring et un suivi de ces métriques ventilatoires. Et en fait, les hôpitaux étaient obligés de se rabattre sur des ventilateurs de premier secours qui n'ont aucune fonction de monitoring, et donc très très dangereux et très délicat à utiliser chez les patients gravement atteints. Et on a eu cette demande du professeur Erwan Lehr, qui est le chef de réanimation du CHU de Brest, qui nous a dit, ben voilà, je vois ce que vous faites, je pense qu'EOLife peut, si on l'adapte, potentiellement répondre à notre demande et nous aider à mieux ventiler les patients qui sont en réa chez nous. Donc, on peut passer la slide. Donc, nous, on a fourni dans un premier temps nos prototypes tels qu'ils étaient conçus, sans faire de modifications. Ça a donné plus ou moins satisfaction, bien sûr. En fait, il y a des choses que c'était pas prévu pour. Donc, il y a des choses qui n'étaient pas ultra adaptées à la ventilation des patients Covid-19. Ça nous a permis d'en connaître beaucoup sur la ventilation des patients, l'idée en amont ou même en amont de l'évaluation clinique ou de la mise sur le marché du produit, le fonctionnement d'EOLife en réel. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été fait dans les règles, parce que le professeur Erwan Lehr, en fait, était missionné par la DGOS pour évaluer les nouvelles technologies et les solutions qui permettaient de répondre à la crise. Donc pour nous, ça a été une aubaine, pour lui aussi. Et il nous a demandé tout un tas de modifications. Il nous a fait une liste de courses longue
longue comme le bras. On a été capable de répondre en 2-3 semaines seulement en faisant bosser toutes les équipes pour fournir en fait une V2, un prototype uniquement dédié ventilation des patients Covid-19. Bien sûr, il y a tout un tas de fonctionnalités qu'on n'avait pas, qui nécessitaient de trop grandes modifications, mais en tout cas, on a répondu à certaines des demandes et ça a donné satisfaction aux équipes de réanimation et du coup, notre produit a fait l'objet d'une dérogation de mise sur le marché par la NSM pour fournir en fait aux hôpitaux qui en feraient la demande voilà, des prototypes. Alors, il faut savoir que le produit n'était même pas industrialisé, pas homologué. Donc, on a monté en fait un petit atelier de production à la main dans nos bureaux où on faut monter les produits à la main pour essayer de fournir les hôpitaux qui nous ont fait la demande. Donc, il y a eu le CHU de Nantes, il y a eu l'hôpital Lariboisière, le CHU de Besançon, il y a eu aussi des produits qui sont partis à Madagascar, CHU de Brest, bien entendu. Voilà, on a apporté un petit peu comme notre pierre à l'édifice, un petit peu comme on l'a pu pendant cette crise. Et en parallèle, donc voilà, on a eu une bonne communication autour du produit, autour du projet. On s'est également en fait associé, non, c'est un bien grand mot. En tout cas, on a également fourni nos technologies de monitoring aux personnes qui développaient le projet Macaire. C'est un consortium avec l'entreprise Renault notamment et puis le CEA de Grenoble pour essayer de produire des ventilateurs de réanimation à bas coût. La seule partie qu'ils n'avaient pas, c'était la partie monitoring. Donc, on a aussi équipé certains de leurs ventilateurs de notre solution de monitoring pour qu'ils puissent faire des essais sur patients. Et cette innovation, en fait, parce que bien, EOLife, en fait, est breveté par 3 familles de brevets, a été reconnue par l'INPI comme une des solutions, des innovations françaises majeures et ont pu répondre à la crise sanitaire en juin 2020. Et en parallèle, du coup, l'EIC a lancé un appel à projet, je crois, si ma mémoire est bonne, que c'était autour du 13 mars ou 14 mars 2020, avec une date de clôture qui était le 17 ou 18 mars. Donc, je crois qu'on avait 3 jours pour monter un dossier. Un appel à projet, en fait, qui visait à des solutions innovantes permettant de répondre à la crise sanitaire, alors que ce soit pour limiter les contaminations, pour augmenter les capacités de dépistage, pour des solutions de traitement des patients, voilà. Alors, fort de la formation que j'avais faite en mai ou en avril 2019 à Dole, à la CCI de Dole sur les instruments, sur l'instrument OIC Accelerator et enfin plus généralement sur les financements via l'Horizon Europe. C'était une très très bonne formation. Moi, ça m'a vraiment servi à comprendre en fait quelles étaient les attentes de la Commission européenne sur les dossiers de financement, comment fallait monter un dossier de financement. Voilà. On avait une première expérience, on avait essayé de déposer, enfin, on a déposé un instrument PME phase 1 en juillet 2019. Qui a passé la première phase, je crois, de sélection, mais qui au final, malheureusement, n'a pas été retenu. Et puis, là, l'occasion était trop bonne, parce que là, on avait vraiment un produit qui était focalisé sur la ventilation, avec un retour, on commençait à avoir un retour d'expérience sur quels étaient les réels besoins des services de réanimation pour ventiler les patients Covid-19. Donc, on s'est retroussé les manches avec Pierre-Édouard. On a travaillé 3 jours, jour et nuit pour monter un dossier de financement européen. Et puis, la bonne surprise est arrivée déjà avec la sélection du dossier pour pouvoir passer les étapes de soutenance orale. Et puis, c'est en juin 2020 qu'on a eu la réponse de la Commission européenne comme quoi le projet a été retenu. Donc, 4 entreprises françaises ont été retenues à travers cet appel à projet et 36 entreprises en tout en Europe qui ont été financées majoritairement en subvention par l'Europe pour développer des solutions pour la prise en charge des patients Covid. Donc, c'est un nouveau projet qu'on démarre, un projet qu'on a baptisé Hermed pour l'instant, qui va consister en fait à mieux comprendre les caractéristiques pulmonaires d'un patient Covid-19. Donc, on va essayer de faire une mesure non invasive des compliances, résistances pulmonaires d'un patient pour guider les équipes, pour savoir comment adapter la stratégie ventilatoire
de ce type de patients, des patients qui sont type SDRA, qu'on appelle ça en réanimation, syndrome de détresse respiratoire aiguë, pour aider les équipes de soins à mieux adapter la stratégie ventilatoire. Donc, c'est une vraie innovation de rupture. Les équipes travaillent en interne, là, vraiment sont à fond depuis cet été pour le développement de ce projet. On a comme objectif d'avoir un premier prototype totalement fonctionnel fin juin. On a déjà très très bien avancé sur la partie algorithmique. On a des résultats qui pour l'instant sont très, très satisfaisants et on est très content du soutien que nous a apporté l'Europe et la CCI, notamment Laurent Vollet et Anne-Marie Vieux pour à la fois la structuration de ce dossier et puis aussi l'accompagnement post-obtention du financement, parce qu'une fois qu'on obtient le financement, c'est là que le travail débute réellement. Et on a notamment aussi la chance d'être accompagné aussi par un coach qui est très très expérimenté dans notre domaine d'application, parce que au-delà du financement en fait qu'apporte le programme EIC, il permet aussi d'avoir un programme de coaching vraiment très adapté aux besoins ou de la société de manière générale. Et donc, on a fini avec Laurent Vollet un cahier des charges précis sur quels étaient nos besoins d'accompagnement. Alors, nous, on a surtout ciblé un accompagnement sur, on va dire, la partie market access, déploiement commercial, les relations aussi avec les industriels, avec les VC, pour quelle est la stratégie, la meilleure stratégie à adopter en fonction des différents marchés, aussi sur la partie propriété intellectuelle, structuration de la société, parce que une entreprise, pour l'instant, voilà, on est une quinzaine de personnes, mais il s'agit de la structurer aussi pour qu'elle puisse se déployer rapidement, mais aussi de manière sûre et efficace, et puis la partie aussi financière, donc structuration à la levée de fonds, business development, pitch, tout ça. Donc on est très très accompagné par le ICFR Volley et j'avoue que ça nous aide beaucoup. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fini à peu près ma présentation. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ben merci Alban pour ce témoignage et cette histoire. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de caractéristiques dans ce cas, hein. C'est une entreprise innovante qui a déjà été primée à l'échelon national, voire européen, qui a déjà été accompagnée par des dispositifs de financement nationaux. On parle d'e-lab, on parle d'autres instruments équivalents. Donc, c'est le profil caractéristique type de l'entreprise bonne candidate à l'EIC accélérateur. Oui, je vois. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors, n'hésitez pas, si dans le chat, si des questions vous inspirent au fur et à mesure qu'on va continuer la présentation. En tout cas, je crois que vous avez fait rêver un certain nombre de nos auditeurs et qui seront sans doute intéressés par en savoir plus. Alors, donc, juste une petite transition avec le IC Accélérateur. Vous aviez profité, comme vous l'avez indiqué, en fait, il y avait un cut-off, ce qu'on appelle les cut-off, hein, c'est-à-dire un relevé des copies de l'IC Accélérateur qui était prévu en mars, de longue date. Et simplement, lors du démarrage de la pandémie, la Commission européenne a souhaité flécher une partie de ce cut-off vers des solutions Covid-19. Et elle est en effet communiquée un peu, pas du jour au lendemain, mais presque, hein, puisque je crois qu'elle a laissé une quinzaine de jours à peine entre l'adoption formelle de ce règlement et le cut-off est effectif. Et donc, je pense que c'était vraiment une très bonne opportunité que vous avez pu avoir là. Alors, vous avez profité pour l'instant uniquement de la phase grant, ce qu'on appelle grant only. Vous allez voir tout à l'heure de quoi cela parle, c'est-à-dire uniquement en subvention, mais vous me disiez l'autre jour que vous êtes intéressé dans une deuxième phase, et ça sera possible dans Horizon Europe,
pourquoi pas faire appel aussi à la phase equity de l'instrument. Alors, je vous propose que l'on continue. Si vous avez des questions. Laurent, je te coupe juste. Nous avons quelques questions, en fait, notamment Madame Raoult qui pose la question par rapport au cahier des charges pour savoir comment ça se passe. Et puis Jean-Jacques aussi qui voulait savoir si l'équipe Trade Gender Equity, lors de la dernière phase, a été mise en avant dans votre équipe, à savoir l'équilibre homme-femme. Alors, merci Anne-Marie, je n'avais pas vu les questions. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Si vous pouvez poser la question peut-être par le chat, ça sera plus simple. Merci. Alban. Alors, pour être très honnête, non, on n'a pas spécifiquement insisté sur l'équité des genres dans l'équipe, bien que ce soit le cas. Enfin, en tout cas, on a une équipe assez mixte. Mais c'est pas un argument en fait qu'on a utilisé vraiment de manière très forte pour convaincre. On a surtout insisté sur enfin là, c'était un peu particulier parce que c'était un appel à projet Covid-19, donc nous, on était vraiment dans la cible, on était vraiment dans le besoin, l'explication du besoin, l'explication de qu'est-ce qui faisait la force de l'équipe. Après, nous, on a la chance aussi d'être accompagnés au sein de notre board par des médecins urgentistes qui sont relativement bien informé et plutôt très bien placé dans les différentes commissions scientifiques, et notamment le docteur Abdokouri, qui est aujourd'hui président de la Société européenne de médecine d'urgence, donc qui était très en vue aussi pendant la phase de Covid-19, enfin, dans toute la première vague du confinement, qui nous a aidé aussi à écrire tout l'argumentaire en fait clinique. Et on a vraiment présenté en quoi en fait notre innovation en fait permettait en fait de mieux prendre en charge les patients Covid-19, et en quoi en fait on était peut-être à ce jour une des seules équipes à pouvoir le faire. Voilà, parce qu'on avait déjà pris l'expérience sur le développement de notre plateforme d'intelligence artificielle pour la partie gestion des arrêts cardiopulmonaires. On a démontré en quoi, en peu de temps, avec, on va dire, un an et demi de travail, on était capable de transférer ça vers la ventilation des patients SDRA. Et c'est en ça, en fait, surtout que l'Europe a cru. C'était de démontrer pourquoi c'était nous et pas quelqu'un d'autre qui pouvions faire ce travail-là. Ouais. Alors la question sur le cahier des charges, on reviendra dessus. Je pense que vous parliez du cahier des charges en général de l'IC Accélérateur. Alors il faut savoir qu'il a un tout petit peu changé par rapport à ce que vous a présenté Alban. Et donc je vais revenir vers la présentation, une toute petite manip qui est nécessaire. Hop. Voilà, vous voyez tous l'écran. Et donc, merci Alban. S'il n'y a pas d'autres questions, merci pour votre témoignage. Enfin, s'il y a encore d'autres questions, on reprendra tout à l'heure. Merci à tous. Alors, si je crois qu'il faut une question de Carole Miranda, hein, qui était très, très impliquée dans la génération Horizon 2020 de l'instrument PME de l'accélérateur, et qui nous dit donc: je confirme que la composition du board, notamment pour l'audition, est un élément important à souligner lorsqu'on est une jeune entreprise. Et effectivement, c'est ce que vous venez de souligner en expliquant votre unicité, qui était un élément fondamental de l'EIC, le Why Me. Voilà, donc ça répond un petit peu à la question du cahier des charges. Alors, il y a un cahier des charges technique dans la rédaction, etc. On va en parler rapidement. Mais le Why Me, c'est un bon résumé de la part de Carole. Merci Carole. Et donc nous continuons maintenant nous allons passer dans le vif du sujet de l'accélérateur. Alors l'accélérateur génération 2021-2027, donc passer le pilote que l'on a connu sur la fin d'Horizon 2020 pour la partie Horizon Europe. Alors voilà, un petit historique de ce qu'on a déjà pu dire. En 2014, dans Horizon 2020, la Commission a lancé pour la première fois ce qu'on appelait l'instrument PME, et qui était, je dirais, cette première intervention
de la part de l'Europe sur des monobénéficiaires pour aider à franchir un cap et à monter en puissance. Mais l'Europe a considéré qu'au départ, cet instrument PME était perfectible, notamment qu'il y avait beaucoup d'élus sur une phase 1 de faisabilité qui finalement ne concrétisait pas dans une phase 2 qui était vraiment l'objectif final de l'instrument PME, beaucoup peut-être de projets qui n'étaient pas suffisamment matures, pas suffisamment disruptifs ou peut-être pas suffisamment risqués pour je dirais, pour avoir l'écueil de faire des levées de fonds, de monter en capacité, d'attirer des investisseurs. D'où une évolution sur la fin d'Horizon 2020 avec un prototype qui s'est appelé le IC Accélérateur Pilote, dont a pu bénéficier la société Archeon, et maintenant une version plus affinée je dirais, qui a tiré des leçons de ce qui a pu se passer lors de la génération Horizon 2020 et que l'on vous décrit aujourd'hui. Donc on est vraiment sur le soutien de PME ou de start-up à une montée en puissance d'innovation de rupture qui ont un fort potentiel de créer des nouveaux marchés ou de disrupter les marchés actuels, et ceci à l'échelle européenne et internationale. Donc on a un focus sur les innovations issues de découvertes scientifiques ou de la deep tech, mais pas uniquement. Et on est sur des instruments de financement sur le long terme, c'est-à-dire sur typiquement, alors j'ai d'autres cas en tête d'innovation également dans le domaine de la santé qui ne sont pas encore sur le marché et qui ne peuvent pas encore être mis sur le marché aujourd'hui, mais pour lesquels il y a des besoins d'investissement encore à long terme avant qu'un retour puisse être généré. Alors c'est ouvert à qui? C'est ouvert à toute PME. Selon la définition européenne que vous connaissez tous, disposant d'une innovation de rupture ou montrant une forte ambition de croissance sur les marchés internationaux. Alors j'ai mis un petit astérix parce que c'est également ouvert, et ça c'est nouveau, à des personnes individuelles qui ont l'intention de créer ou d'investir dans une PME au moment de la signature de l'accord de soutien. C'est-à-dire que vous pouvez déposer, si vous êtes une personne individuelle, vous êtes en phase de création sur une entreprise très innovante, ou que vous souhaitez investir dans une PME qui démarre une innovation très, très innovante et en collaborant dans cette PME, je dirais créer une entreprise encore plus de rupture. C'est possible. Simplement, il faudra que le jour où vous aurez passé toutes les étapes d'évaluation et le jour où vous signerez l'accord de partenariat et de financement avec la Commission européenne, l'entreprise soit créée. Alors pour l'instant, on n'a pas trop de recul sur comment ça se passera dans ces cas-là, mais sachez que c'est possible. Le IC Accélérateur, ça commence avec des technologies qui sont au moins au niveau de maturité 5 ou 6. Alors c'était 6 pour l'instrument PME, même si on a vu parfois du 6 tirant vers le 5. Maintenant, on dit clairement 5-6, voire plus. C'est également ouvert, et ça c'est l'exception, vous verrez tout à l'heure, à des petites ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire au-delà de la définition de la PME, mais malgré tout moins de 500 employés, mais uniquement sur la partie, je dirais, fort développement marché, c'est-à-dire au-delà du TRL 9. Et on verra tout à l'heure la différence d'intervention entre le TRL 5.6 et le TRL 8.9. Ça s'adresse aux entreprises qui ont une innovation risquée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une innovation risquée? Enfin, on a tenté une définition ici. C'est une difficulté à attirer des investisseurs à ce stade du fait de risques technologiques ou d'un marché qui n'est pas encore mature. Alors, le principe, pour ceux qui connaissaient Horizon 2020 et l'instrument PME, ça ne change pas. C'est des appels ouverts en permanence. Les propositions peuvent être soumises à n'importe quel moment. Ce qui est nouveau, par contre, c'est cette phase de soumission qui est un petit peu complexe et qui a pour but de faciliter les évaluations, mais aussi la clarté de l'évaluation. Donc, on a un appui au travers d'un outil d'intelligence artificielle et de coaching dès les phases de préparation pour aider l'innovateur à, je pourrais dire, peaufiner son idée initiale, améliorer son business plan en vue de préparer une proposition gagnante. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau.
On a également un système, un processus de dépôt, vous allez le voir, on va vous le décrire, qui est un petit peu complexe. C'est pour ça qu'on ne peut que vous conseiller de vous appuyer sur les différentes offres d'accompagnement et de conseils qu'on vous présentera à la fin, qui visent à limiter le nombre de soumissions afin de privilégier la qualité et le temps d'évaluation. C'est-à-dire qu'on on a assisté lors de l'instrument PME à beaucoup trop de soumissions de projets qui n'étaient pas dans le scope ou pas suffisamment et qui ont, je dirais, pris beaucoup de temps aux évaluateurs, qui ont aussi, pour des questions, je dirais, de souplesse et de rapidité des évaluations, contraint la commission à ne renvoyer que des rapports d'évaluation très succincts qui souvent n'étaient pas utiles et ne permettaient pas aux proposants de redéposer. Et donc là, l'idée, c'est de limiter les soumissions mauvaises ou pas encore suffisamment matures dès la phase de dépôt, de façon à privilégier l'évaluation et avec une évaluation plus détaillée de propositions plus dans le scope. Également, il y a également des systèmes, et on va le voir tout à l'heure, de rattrapage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément obligé de tout redéposer. C'est quelque chose d'intéressant. Et quand on parle d'innovation et de rupture, on ne parle pas que de rupture technologique, hein, c'est une question que je vois passer dans le chat, on a également des ruptures sur l'usage. Alors, les outils de financement, ils sont au nombre... Alors, attendez, voilà. Donc, on a 4 types d'interventions dans le IC accélérateur. Donc là, on est bien sur l'accélérateur. Hein. Je ne parle pas du Pathfinder, enfin de l'éclaireur ou de transition dont on a parlé en ouverture. Sur l'accélérateur, on a l'outil de financement classique, enfin, je dirais le plus commun, ça sera le premier en haut à gauche, c'est-à-dire une intervention en subvention pour la fin du développement, hein, du TRL 5.6 au TRL 8, et une intervention en investissement, en equity, en prise de participation de la Commission européenne pour la montée en puissance, le scale-up, jusqu'au TRL 9. Il est possible d'avoir uniquement de la subvention, mais alors que c'était un choix relativement ouvert dans le IC accélérateur pilote, même si on a vu un certain nombre enfin, on a eu des cas, nous, en Bourgogne-Franche-Comté, d'entreprises qui n'en avaient pas forcément demandé, mais l'equity, mais à qui ça a été proposé. Le cas subvention seul va devenir extrêmement rare. Ça va être plutôt l'exception. C'est uniquement pour des entreprises qui auraient besoin vraiment d'un soutien à la fin du développement, mais qui pourraient prouver qu'elles ont les moyens suffisants ou des investisseurs qui vont les suivre pour la montée en puissance. TRL 9. Donc pour l'instant, on n'a pas trop de recul sur comment ça pourrait se passer, mais il faut savoir que la subvention seule, ça va devenir l'exception. Ce n'est pas la règle générale. Il y a ce qu'on appelle la subvention d'abord. Donc là, ça veut dire que le lancement de la part du processus d'investissement sous forme d'equity sera retardé, ne démarrera pas dès le début du projet. On va parler tout à l'heure de la façon dont ça se passe. Mais comment dirais-je, l'intervention se focalisera d'abord sur la partie subvention, et ça c'est le cas lorsqu'il y a encore un travail significatif de validation, démonstration, voire même de validation du potentiel commercial. On a vu dans nos régions, en Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté, des tout premiers cas de l'EIC accélérateur pilote fin 2019 où il y a eu une intervention en subvention pour, je dirais, la première année, et l'equity n'est arrivé qu'à la deuxième année. Et enfin, je le citais tout à l'heure, pour les ETI ont la possibilité, les petites ETI, la possibilité de bénéficier aussi dans la phase de scale-up de l'investissement, de l'outil d'investissement uniquement. Alors, les outils de subvention, c'est jusqu'à 2,5 millions d'euros. Ça ne change pas par rapport à pour ceux qui ont connu l'accélérateur pilote ou l'instrument PME. 70% des coûts éligibles avec, je dirais, une durée de projet de 24 mois. Sur la partie investissement, on a une prise de participation qui peut aller de 500 000 à 15 millions d'euros. Avec une prise de participation de la Commission européenne au travers du fonds EIC entre 10 et 25% maximum des parts de l'entreprise. Alors,
La Commission nous dit que si vraiment il est détecté une entreprise dont l'innovation de rupture est, je dirais, critique, représente un enjeu stratégique pour l'Europe et que cette entreprise, je dirais, n'attire pas d'investisseurs européens, mais je dirais, dans le viseur d'investisseurs américains, la Commission s'octroie le droit d'aller au-delà des 25%, non pas pour faire blocage, mais pour favoriser que l'entreprise reste malgré tout à majorité européenne. C'est ce qui est prévu, mais a priori, ça sera plutôt une exception. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que cet investissement est sous la forme de ce qu'on appelle le capital patient, c'est-à-dire que le retrait de la Commission européenne est envisagé à 7 à 10 ans en moyenne, voire même 15 ans, pour peut-être certaines innovations de rupture qui demanderaient, notamment en santé, des autorisations de mise sur le marché plus longues, des essais cliniques, etc., qui ne permettraient pas une mise sur le marché assez rapide. Je vais passer la parole à Jean-Jacques qui va vous détailler le processus de dépôt en 4 points. Alors, processus peut-être un petit peu complexe, mais qui, encore une fois, a pour objectif de simplifier l'évaluation et surtout de la rendre plus accessible, plus claire et de faire un premier filtre des projets, ce qui évite aussi aux déposants, je dirais, de travailler inutilement. Ou d'aller dans le mur parce que sa proposition n'est pas encore assez mature. Jean-Jacques, à toi. Merci Laurent. En effet, je pense que tu as très bien introduit le processus dans le sens où vraiment, d'un côté, pour la Commission, quand on regarde un peu ce qui s'est passé au cours des dernières années, ils se sont rendus compte qu'il y avait un afflux de propositions et surtout, ils avaient un afflux de dépôts, de redépôts de projets. Hein. On a des projets qu'on connaît, Laurent en Bourgogne-Franche-Comté et nous en Grand Est, qui ont été déposés 5 fois, 7 fois. Donc, il y a eu des multiples dépôts. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça a embouteillé complètement le système. Et comme derrière, il y a une expertise qui se fait avec des gens comme vous et moi, le système fonctionnait un peu plus mal. Et donc, l'idée générale, c'est de se dire comment je peux simplifier le processus de préidentification des projets et derrière pouvoir avoir un process qui soit contrôlable, dans lequel on garantisse à tous les projets de pouvoir être expertisés dans de bonnes conditions. Donc l'idée générale, c'est quoi? C'est d'avoir une première étape qui en fait soit relativement simple, sur lequel il y aura une plateforme qui va être mise en place, où il y aura 14 questions, chacune avec 1000 caractères. Donc en gros, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à 5 pages. C'est un exercice extrêmement intéressant parce que on se rend compte que souvent le plus difficile, c'est de pouvoir expliquer de manière simple et concise ce que l'on veut faire. Donc ça veut dire que certes, il n'y a que 14 questions, mais il faut vraiment peser au trébuchet tout ce qu'on va y rajouter de telle manière à bien mettre en avant à chaque fois les points forts de son projet. Donc on est dans une approche qui est un peu une approche marketing, dans lequel il faut vraiment faire en sorte que le projet soit présenté sous ses meilleurs jours. Donc il y a à la fois dans la première étape donc une série de 14 questions, il y a 10 slides qui sont à fournir, et puis une vidéo de 3 minutes. Ce qui veut dire qu'on a une présentation qui est assez synthétique de l'entreprise, de l'équipe, du projet, de son impact, de la manière dont on compte utiliser les financements, qui est vraiment à réaliser sur la première étape. Après, derrière, il y a une expertise qui va se faire avec quatre experts indépendants. Et puis derrière, si il y en a au moins 2 qui disent on va sur un go, on passe sur la deuxième étape. Et puis si la majorité des experts dit non, le projet tel qu'il est ne nous apparaît pas mature. Et quand je dis ne nous apparaît pas mature, je crois qu'il faut prendre conscience que, moi c'est le témoignage que je fais, tous les experts avec qui j'ai discuté, qui ont travaillé sur l'instrument PME ou sur d'autres programmes, fonctionnent de manière bienveillante. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour descendre des propals,
Mais très souvent, ils disent non parce qu'ils estiment que le projet sur un projet ou un autre n'est pas particulièrement mature. Et donc là, il y a un processus de resoumission qui est possible. Et donc là, on repart sur la partie étape 1. Et s'il y a un second rejet, ben, il y a un gel de 12 mois avant le redépôt d'une proposition nouvelle ou améliorée significativement. Moi, je trouve que de manière très pragmatique, ben, ça évite que sur le coup de l'émotion, on redépose tout de suite une proposition à la prochaine call sans finalement l'avoir beaucoup améliorée. Donc voilà, donc le processus tel défini par la commission est comme ça pour la première étape. On va avoir une ouverture de la soumission qui devrait se faire le 8 ou le 9 avril, 9 avril sur le slide. Voilà, donc ça c'est pour moi c'est un des grands défis du processus d'évaluation. On va voir un peu comment il fonctionne. Donc vous voyez, c'est vraiment on est sur une simplification du système. Slide suivant. Alors sur le dossier complet. Donc là, on va avoir cette possibilité. Alors pour l'instant, ce qu'on vous dit est encore virtuel parce qu'on n'a pas encore vu les premiers dossiers qui vont fonctionner comme ça. Mais sur lequel il va y avoir un accompagnement qui sera possible par un coach et puis par un outil d'intelligence artificielle. Alors le coach, je tiens tout de suite à le dire, tel que ça nous a été décrit, ne sera pas un consultant en charge du montage du projet. Voilà. Parce que la commission veut vraiment qu'il y ait une séparation entre le coaching qui va vous permettre de travailler de se poser plutôt les bonnes questions sur votre business plan, et puis la personne qui est en charge de rédiger contre rétribution la proposition. Et puis, il y a ce fameux outil d'intelligence artificielle sur lequel, pour l'instant, on n'a pas encore tous les éléments. Mais l'idée, pour faire court, en fait, elle est pas mal, c'est de se dire comment je peux aider finalement l'entrepreneur et l'entreprise à pouvoir faire maturer son projet et présenter son business plan de la meilleure manière possible. Quand je dis business plan, c'est vraiment l'approche. Hein. C'est assez différent d'un projet de recherche et développement classique. Si vous avez, pour certains, l'habitude un peu des programmes collaboratifs, ANR, de pôle de compétitivité, PSPC ou de programmes européens, là, on est véritablement sur une approche business plan. N'oubliez jamais, et ça a été très bien décrit par Laurent précédemment, qu'on est dans une approche où vous allez chercher des investisseurs. Voilà. Et c'est ça l'idée. Donc, c'est d'aller convaincre, certes, la commission de mettre de l'argent pour faire de la R&D, sur la partie 5, 6, 8, mais c'est surtout après derrière de pouvoir investir. Et donc vous accompagner dans le développement de votre entreprise. Et donc on va évidemment décrire ce qui se passe en step 3. Et là on a 2 dates de limite de relevé des copies, donc le 9 juin et le 6 octobre. Donc on voit déjà ce qui peut se passer sur cette année et on s'oriente très probablement vers deux appels à projets par an. Diapositive suivante. Alors là, sur l'évaluation plutôt, c'est une évolution, mais c'est l'évaluation de la proposition complète. Donc là, on a 3 expertises trois experts plutôt qui vont être mandatés par la commission. Et puis là, ça sera des go no go. Hein. Donc s'ils sont OK, on passe à l'étape suivante. Si vous n'êtes pas en go, vous avez une resoumission possible. Et puis pareil, on fait un gel de 12 mois pour le redépôt d'une nouvelle proposition ou d'une proposition qui est améliorée de manière significative. Ça change par rapport au système traditionnel hein, où on reçoit des feuilles d'évaluation. Alors Laurent l'a très bien dit sur la dernière programmation, on trouvait que la partie instrument PME Accelerator, les rapports d'évaluation étaient assez peu disers, ça donnait des plages de notes, donc finalement on n'avait pas forcément énormément de retours significatifs sur les projets. Là on est véritablement, voilà, on nous dit on prend ou on prend pas, quoi. Un peu comme dirait un investisseur, j'achète ou j'achète pas, quoi, finalement. Vous êtes dans cette approche. Diapositive suivante. Et puis la partie orale. Alors extrêmement importante, puisque vous allez vous retrouver devant 6 personnes. Ces 6 personnes, ce sont des compositions assez variables. Alors, on a la chance d'avoir Carole, hein, parmi nous, Carole Miranda de la NRT, qui a une bonne connaissance de ces instruments. Donc ce sont des gens assez variés. Hein. On retrouve à la fois des gens qui viennent de fonds d'investissement, on va retrouver des gens qui sont plutôt des universitaires, on va trouver des patrons d'entreprise, donc finalement un jugement par vos pairs. Et donc là, on va avoir, vous voyez sur la diapositive, c'est assez bien décrit. Là aussi, soit ils ne veulent pas, donc vous avez une resoumission possible et on repart dans le système. Ils disent, non,
non, mais par contre, votre propale est pas mal, mais on ne peut pas la financer. Et donc là, s'il n'y a pas de resoumission, enfin, s'il y a une resoumission possible, mais s'il n'y en a pas, là, le Seal of Excellence, c'est un des vrais sujets d'ailleurs, c'est de dire comment je peux aller chercher de l'argent sur d'autres financements. Et on parle aujourd'hui de faire le lien, notamment au niveau régional, avec les fonds structurels, hein, les fameux fonds FEDER, voire d'autres types d'investisseurs qui pourraient être intéressés à la chose. Vous avez, non, mais non, mais vous resoumettez la possible, vous resoumettez la proposition et vous arrivez en step 4 parce que finalement, il ne vous manque pas grand-chose pour pouvoir y arriver. Et puis, c'est le go. Et alors là, c'est bingo, hein, et vous préparez le contrat. C'est vrai que l'oral, pour les retours qu'on a eu sur la première phase du pilote, hein, c'est vrai que ça peut être assez déstabilisant, mais le retour qu'on a eu, enfin pour notre compte, hein, je ne peux pas évidemment parler pour le compte des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté, mais ça a été de dire que finalement, ce n'était pas plus déstabilisant que quand vous vous retrouvez devant des investisseurs traditionnels, que les questions finalement n'étaient pas des questions qui qui sortaient du chapeau, voilà, qui étaient totalement inattendues. Donc il y avait plutôt un bon accueil, personne n'est ressorti effondré de ce processus d'oral en disant c'est une catastrophe et autres. Voilà. Même quand les projets d'ailleurs n'ont pas été acceptés. Et puis Carole dans le chat d'ailleurs nous dit qu'à partir de 2022, il devrait y avoir 3 dates de train d'évaluation pour la soumission de la proposition complète, ce qui nous permettrait grosso modo de revenir à ce qui se passait les années précédentes sur Accelerator et l'instrument PME. Slide suivant. Alors, le composant investissement de l'EIC Accelerator, comme on vous l'a expliqué, c'est quelque chose qui est finalement vraiment une rupture hein, dans l'histoire des programmes cadres et du boulot de la Commission européenne. C'est que on a bien compris que pour faire de l'innovation, à un moment donné, développer de la R&D, c'est sympa, la laisser sur étagère, c'est déjà un peu moins sympa. Et puis voir que en fait, on n'est pas capable de commercialiser alors qu'on a fait tout le travail en amont, c'est vraiment pas sympa. Donc se pose en effet toujours la question du financement, qui n'est pas qu'un financement des activités de R&D, et donc il y a besoin d'avoir cette fameuse equity, c'est-à-dire en gros comment je renforce les fonds propres de mes boîtes pour leur permettre d'aller sur les dernières étapes jusqu'à la mise du marché. Et en tête par exemple une entreprise qui a été lauréate et qui avait besoin clairement d'investissements productifs pour monter une chaîne de production et sortir ses premiers produits pour des applications dans le domaine du spatial. Donc on était dans quelque chose qui ne relevait plus de financement d'activités de R&D traditionnelles, et en plus, comme elle est sur une innovation de rupture, les fonds d'investissement se disent ah oui, mais c'est quand même sur des sujets un peu touchy, c'est sur des business un peu risqués, donc les fonds d'investissement traditionnels, voilà, se posent des questions. Et d'où l'intérêt d'ailleurs du Conseil européen de l'innovation, c'est justement de pouvoir prendre des participations sur des entreprises pour lesquelles les fonds d'investissement un peu plus traditionnels auraient un peu plus de mal à accepter un niveau de risque qui est relativement élevé. Donc, la Commission a mis en place un fonds de capital risque public, dont elle est la seule actionnaire. C'est un fonds qui est relativement flexible, hein, donc vous voyez un peu les descriptions de ce fonds. C'est un fonds qui est un fonds patient. Alors 7 à 10 ans en moyenne, au départ ils étaient partis sur 5 à 7 ans, Laurent ayant mentionné, notamment dans le domaine du médical, on est sur des sujets qui sont quand même beaucoup plus, on va dire, à plus long terme, donc voilà, il n'est pas totalement étonnant qu'on puisse entendre parler aujourd'hui de 15 ans. Alors aujourd'hui, on commence à avoir du recul sur le mode de fonctionnement parce que les premiers investissements se sont faits. Alors c'est quelque chose qui n'a pas été évident. Vous imaginez que quand vous êtes la Commission européenne, que vous fonctionnez sous forme de subvention, déjà vous entrez sur un sujet l'equity qui n'est pas un sujet qui est très simple et dans lequel il faut que ça soit laissé dans les mains de gens dont c'est le métier premier. Parce que, je vous prends cet exemple, une discussion avec la Commission il y a à peu près 2 ans, on me disait « Ah oui, mais on va faire l'évaluation en amont de l'investissement très rapidement, en 3 mois. » Alors, on sait tous que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il a fallu en effet voilà, que les choses se construisent. L'idée après, derrière, et je reprends juste un point, on passera à la slide suivante, qui est de dire que on peut avoir la Commission qui va être un premier investisseur, mais que derrière, ça peut être intéressant pour attirer d'autres investisseurs. C'est-à-dire que la signature de la Commission va être intéressante. Et on a eu déjà des retours d'entreprises qui nous disent
Bah, c'est bizarre, depuis que la Commission européenne nous a dit qu'elle mettait 2 millions ou 3 millions sur l'entreprise, on voit des gens qui nous disaient oui, c'est peut-être un peu compliqué, un peu touchy, un peu ci, un peu ça, finalement venir en disant bah oui, donc il y a eu quand même une évaluation qui a été faite à la fois sur le fond de l'innovation, mais en même temps sur votre capacité à atteindre le marché et à faire en sorte que bah, l'investissement fasse des petits, que ça peut nous intéresser. Donc je pense que il va y avoir un effet qui se coule qui sera que les entreprises qui bénéficieront d'un accompagnement au titre d'accélérateur auront une capacité derrière à lever des fonds qui sera un peu plus importante. Diapositive suivante. Voilà, le processus d'investissement, donc décrit par la commission, hein, donc est en 9 étapes. Alors vous imaginez bien que la commission ne va pas investir en direct, hein, parce que c'est un peu plus compliqué le monde de l'investissement, et surtout c'est extrêmement réglementé. Donc vous avez la Banque européenne d'investissement, qui d'ailleurs, ceci étant, est vraiment le truc qui va être à la manœuvre hein, sur le plan de relance européenne. C'est un peu ce qui va pouvoir distribuer les crédits aux uns et aux autres. Et donc, ce qu'on appelle la due diligence va être réalisée par ces services sur une base d'analyse du risque, produit de la technologie. Voilà. Ce qui est important, c'est que au tout début, on a senti des frottements entre la BEI et la Commission. Pourquoi? Parce que un disait, oui, vous m'apportez des dossiers tout ficelés sur la table, mais moi, je ne les ai pas forcément vus sous le regard de l'investisseur, donc ça peut être compliqué et autres. Mais maintenant, les choses sont assez bien huilées. Donc, la BU a vraiment son rôle de vraiment faire la due diligence. Après, derrière, il y a un comité d'investissement. Hein, ce que je vous dis, c'est relativement classique. Et puis après, décision par un board. Et puis après, on est dans un processus d'investissement relativement classique avec le contrat final, le pacte d'actionnaires et tout ce que vous voulez, et puis derrière, l'argent qui arrive dans la caisse. Donc, finalement, ce que je veux vous dire, c'est que pour ceux qui ont eu l'habitude de faire de la levée de fonds, ou ceux qui sont en train de s'y frotter, vous n'allez pas rentrer dans un processus qui va être totalement différent, mais vous allez rentrer dans ce même esprit. Ce qui veut dire que finalement, quand vous montez votre projet, vous êtes dans cette optique à la fois d'avoir un peu d'argent sur la R&D, enfin un peu, ça peut jusqu'à 2,5 millions quand même, et puis également cette partie investissement. Donc vous vous comportez finalement comme si vous alliez à la rencontre d'un investisseur privé qui fonctionne comme tel. Et donc, c'est pas quelque chose qui est complètement délirant. Donc, ça veut dire aussi que tout ce que vous avez rédigé dans le passé, notamment votre business plan, ces différentes versions, ce sont des éléments extrêmement importants qui vont non seulement servir de base pour votre proposition, mais après, d'ailleurs, que vous allez retrouver pour toute la discussion sur la partie equity. Slide suivant. Voilà, donc la partie plateforme d'intelligence artificielle pour permettre la construction de la candidature. Voilà, donc là vous voyez un peu la descriptif sur les deux étapes. Donc là l'outil est en pleine construction, hein, mais grosso modo il n'y a pas de truc totalement étonnant. Pour ce qu'on en connaît aujourd'hui, les 14 questions, c'est vraiment sur 5 pages. Mais on va vraiment vous poser les questions de base hein, sur qui vous êtes, ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire, quel est le marché qui est derrière. Grosso modo, c'est toutes les questions que vous retrouvez dans un business plan qui est relativement classique. Voilà, donc là, je ne vais pas en dire beaucoup plus là-dessus. On verra, on avancera en marchant, comme dirait l'autre. La prochaine. Alors, les critères, donc on est sur des critères qui ne sont pas des grandes nouveautés hein, par rapport à ce qui existait précédemment. Grosso modo, vous avez 3 grandes familles. L'excellence, l'impact, le niveau de risque, l'implémentation et le besoin de soutien de l'Union européenne. Bon, l'excellence, c'est en gros là où vous allez décrire quel est votre degré d'innovation, quelle est la nature de la rupture, quels sont les marchés qui est créatrice de marché. Donc, vous avez de la faisabilité technique. Là, on va vraiment vérifier que vous êtes bien dans la bonne échelle de TRL. Hein, donc, il faut mettre en avant tout ce que vous avez fait auparavant. La question de la propriété intellectuelle, extrêmement importante. Liberté d'exploitation et protection adéquate. Parce que, notamment quand on parle de start-up qui viennent en fait du public, hein,
Mais on vérifie bien qu'il y a bien, en termes de propriété intellectuelle, une liberté d'exploitation. Sur la partie impact, on est vraiment là sur toute la partie marché. Donc, véritablement, grosso modo, est-ce que vous êtes capable de pouvoir porter sur le marché votre innovation? Quelles sont vos stratégies de commercialisation, les business models? Est-ce que vous avez pris en compte les aspects réglementaires, l'analyse de la concurrence, les partenaires clés pour développer, commercialiser votre innovation. Et puis également, ne pas oublier l'impact plus large de l'innovation, qu'il soit sociétal, environnemental ou climat. Il y a toujours cet aspect des politiques européennes, ce que je vous expliquais dans une des précédentes slides. C'est-à-dire vraiment aujourd'hui, on parle de transition digitale, on parle de transition environnementale, écologique, on parle de transition industrielle, on parle de transition dans le domaine de la santé. Donc c'est toujours aussi de se raccrocher par rapport à ces grands totems de la Commission européenne, d'expliquer en quoi finalement votre projet d'entreprise s'intègre dans tout ça. Il faut évidemment répondre à tous ces points, puisque ce que me disait un évaluateur d'ailleurs, ce que je trouvais assez judicieux, il disait finalement qu'il considérait qu'une proposition, quand il l'avait entre les mains ou quand il la lisait sur son ordinateur, c'était un peu comme un bloc de marbre qui jouait le rôle du scooter, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il voyait qu'un truc qui allait pas, il donnait un coup de maillet, donc faisait sauter un bout du truc, et il me disait finalement la meilleure proposition, c'est celle qu'on n'a quasiment pas besoin de toucher, et donc sur lequel tout est bien fait. Et évidemment, quand vous perdez de plus en plus de marbre, à la fin, vous obtenez la note la plus faible possible. Et comme on est dans un concours, finalement, vous retrouvez pas pris dans le process. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose. Niveau de risque implémentation et besoin de soutien de l'Union, de l'Union européenne. Donc là, vraiment, on tourne autour de l'équipe. C'est pour ça que je parlais de gender equity. Il y a vraiment une politique de la Commission européenne qui est de favoriser les femmes entrepreneurs. Donc si dans vos projets, vous avez dans votre équipe des ingénieurs, des membres du staff, pensez à les mettre en avant. Le plan de travail, là, alors d'un côté, il ne faut pas se mettre martel en tête, c'est-à-dire qu'on n'est pas on n'invente pas tout, hein. Donc un plan de travail, c'est quelque chose d'extrêmement bien cadré, dans lequel vous décrivez des lots de travaux, des tâches, des jalons, des livrables. Voilà, on sait très bien qui fait quand, quoi, comment. Je ne vais pas vous faire un cours sur la gestion de projet et la gestion des ressources, puisque évidemment, vous allez expliquer comment vous allez financer tout ça. Et puis, le niveau de risque de l'investissement là-dessus, c'est de dire, mais moi, je suis sur une techno de rupture. Le fait d'avoir des investisseurs privés, c'est pas qui veulent s'impliquer tout seuls à ce stade, c'est pas évident. D'où le besoin que j'ai de venir vous voir pour aller chercher du financement en equity qui soit complémentaire. Donc voilà, donc 3 critères. Ce qui est bien avec la Commission européenne, c'est qu'on connaît exactement les critères d'évaluation des projets, donc vous ne pouvez pas être pris en traître sur cette affaire. Donc vous avez tout. Et c'est ça que je trouve très bien avec la Commission, c'est que d'un point de vue général, quand elle lance un programme cadre, vous avez tous les documents qui vont avec. Donc vous savez exactement comment vous devez rédiger, comment se passe l'évaluation, comment va se passer le projet et comment va se terminer le projet. Donc vraiment, on a tout le cycle depuis la création jusqu'à la fin du projet qui est extrêmement bien décrit. Diapositive suivante. Donc, sur les appels projets, sur les calendriers, et je reviens là-dessus, ce que disait Carole, donc 2022, probablement 3 dates d'évaluation. On se retrouve cette année sur un budget global disponible qui va être de 592 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est pas une paille, c'est même très précis d'ailleurs, c'est 592,5 millions d'euros. Donc là, on va avoir, comme on l'a décrit pour les 2 dates, en fait, 2 manières de faire. Donc, vous allez avoir une partie plutôt blanche, donc c'est un accélérateur dans lequel vous arrivez avec le sujet que vous voulez. Et puis, une deuxième partie où là, vous avez des sujets qui vont être mis en avant. Alors, un sur le Green Deal avec 4 objectifs principaux qui sont mis en avant. C'est tout ce qui va tourner autour des batteries, tout ce qui va tourner autour de l'hydrogène vert, de la rénovation des bâtiments et de l'industrie bas carbone. Et puis un deuxième volet sur les technologies numériques stratégiques dans lequel on retrouve par exemple tout ce qui est intelligence artificielle, cybersécurité, technologie quantique, tout ce qui va tourner autour, je dis ça de mémoire, mais de la blockchain par exemple, et puis les technologies stratégiques de santé. Et vous imaginez qu'avec le contexte actuel, tout ce qui va tourner autour de la bioproduction va être quand même, à mon avis, assez bien servi dans tout ça. Donc 2 dates limites, 9 juin et 6 octobre. Diapositive suivante.
Alors, je reprends le flambeau. Merci Jean-Jacques. Nous allons maintenant parler un petit peu de l'offre d'accompagnement, puisque vous l'avez compris dans l'intervention de Jean-Jacques. Les choses sont bien cadrées, bien précises, parfois un petit peu complexes, mais comme me disait mon prof de maths, les nombres complexes, c'est pas compliqué. Simplement, voilà, il faut savoir vous faire accompagner. Même si on peut saluer la performance d'Alban et de son équipe de la société Archéon qui ont travaillé quasiment seuls sur la phase finale du dépôt de cette EIC Accelerator, mais quelque part, il y a quand même toujours besoin d'avoir un petit peu d'accompagnement en amont et en aval, et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter dans les prochaines slides. Alors, rapidement, peut-être pour resituer qui on est, qui on représente, Jean-Jacques et moi, puisque vous avez au niveau régional, dans chacune des régions, en tout cas Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, et dans chacune des régions européennes, un réseau qui a été sélectionné et je dirais cofinancé par la Commission européenne, qui s'appelle Enterprise Europe Network. Un certain nombre d'entre vous nous connaissent. Qui est en proximité au travers de ces 3000 conseillers et 600 structures. Donc, nous avons quelques outils pour vous permettre de vous accompagner sur ces instruments européens et notamment sur je dirais, l'EIC Accelerator, notamment en ce qui concerne un accompagnement juridique et réglementaire, du positionnement marché qui peut vous aider pour construire votre proposition, les aspects propriété intellectuelle très importants que Jean-Jacques a souligné tout à l'heure, ou également un accompagnement au management de l'innovation qui permet, je dirais, de rentrer dans un cercle vertueux d'innovation permanente et qui est quelque chose qui permet de structurer une démarche avant de se lancer dans un projet tel que ceci. Alors, on a également, je dirais, mis en place des actions un peu plus spécifiques autour de ce futur EIC. Donc, l'identification du choix du programme le plus adapté, parce que vous avez vu que si vous n'êtes pas reçu à l'EIC, ce n'est pas pour autant que votre projet est mauvais ou ne peut pas bénéficier d'autres accompagnements. Et nous allons voir tout à l'heure des exemples de ce qu'on peut faire avec le saut d'excellence. Dans l'EIC Accelerator, vous avez bien compris que c'était des projets mono-bénéficiaires, mais il peut être intéressant de chercher des partenaires pour travailler avec vous peut-être sur une partie de mise au point ou de commercialisation de ce projet, voire si vous partez sur d'autres instruments que l'EIC. Voilà. Et puis, voilà, cet accompagnement peut être, je dirais, plus ou moins gratuit selon la nature et je dirais comment dirais-je, le degré d'implication qu'il demande de la part de nos équipes. Alors, deuxième accompagnement spécifique qui existe aussi et qui est un outil qui est vraiment l'outil de référence de tous ceux qui accompagnent les entreprises sur l'instrument PME d'abord et maintenant l'EIC, qui est le projet Access to EIC, qui est un projet qui a été lancé par le réseau des points de contact nationaux EIC, alors d'Horizon 2020. Hein, aujourd'hui, je vais passer la parole à Christian Dubarry qui nous a rejoint et qui va vous expliquer un peu en quoi consiste cet Access to EIC et aussi un peu aujourd'hui on est dans une configuration, comme je le disais en intro, où le dispositif français des points de contact nationaux n'est pas nommé. C'est aussi pour ça que nous intervenons seuls aujourd'hui, Jean-Jacques et moi. Mais il va peut-être vous relater ce qui s'est fait dans le cadre de cet Access to EIC et ce qu'il est envisagé de faire. Et surtout ce qu'on y trouve. Christian, à toi. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous et merci pour l'invitation à l'agence Grand Innov et aux deux chambres de commerce. Donc effectivement, comme tu disais Laurent, Access to EIC, c'est une action de support aux points de contact nationaux de tous les pays européens associés qui est encore en cours jusqu'à cet été et qui avait pour objectif de donner les outils adéquats aux points de contact nationaux sur notamment l'EIC et aussi de mettre à disposition des informations directement accessibles par les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur ce site qui va être prolongé à partir
du dernier trimestre pour la période Horizon Europe, 2021-2027. Donc on y trouve des éléments qui sont pour moi très intéressants, je pense qu'ils sont bien appréciés. Ce sont les formulaires de candidature dossier complet, annotés avec des conseils. C'est au format Horizon 2020, ils seront mis à jour pour correspondre au format Horizon Europe, mais plus ou moins on sait que le format du dossier est assez est très proche. Il y a aussi toute une série de guides sur comment monter un business plan, comment se préparer à l'entretien du jury EIC, pas mal de docs utiles. Bonne pratique. Et puis, on a aussi lancé, alors c'était nous, BPI France, dans le cadre de ce projet, qui avons lancé une communauté en ligne d'entreprises qui ont bénéficié du label d'excellence pour leur permettre de plus facilement se connecter à des investisseurs privés, en complément de ce qu'a dit Laurent, qui concernait la recherche d'aide publique. Là, on s'est dit... on va proposer, que c'était intéressant de proposer à nos partenaires européens une plateforme de connexion des entreprises de leur pays à des investisseurs en capital, qu'ils soient français ou européens, il y en a de plus en plus. Donc c'est un projet qui a bien fonctionné et les entreprises labellisées sont invitées par la Commission à chaque fois. Donc on verra si ça se poursuit dans la période qui suit. Je reviendrai sur le point accompagnement un petit peu plus tard, parce que je crois qu'il y a une slide sur les aides au conseil. Je te repasse la parole, Laurent. Oui, merci Christian. Je vais bientôt te la repasser. En fait, juste pour dire que donc il existe aussi bien sûr des cabinets spécialisés dans la rédaction du dossier et plusieurs dispositifs d'aide financière qui ont été mis en place, alors parfois par des régions, parfois par d'autres structures. Donc, je vais repasser la parole à Christian qui va nous parler du dispositif qui existe dans toutes les régions et pour tout secteur via BPI France. Et puis, nous aurons alors, juste pour les startups santé en Bourgogne-Franche-Comté, un dispositif qui vient d'être lancé par le pôle des microtechniques, à qui je passerai la parole juste après. Christian, je te repasse la parole. Merci Laurent. En fait, on a deux produits qui s'appellent l'un le diagnostic partenariat technologique international, qui sont gérés depuis le siège et qui prennent la suite d'autres produits, qui ont remplacé d'autres produits qui s'appelaient par exemple aide au partenariat technologique. Alors le premier, c'est donc le diagnostic partenariat technologique international. Ça permet de diviser par deux la facture d'un consultant ou coach, ça dépend comment on l'appelle, j'y reviendrai, qui va aider l'entreprise à monter un projet collaboratif européen ou international qui soit avec une entreprise japonaise ou un consortium européen pour soumettre à Horizon Europe. Voilà, donc c'est un couteau suisse pour aider une entreprise à monter son projet, tant au point de vue de la recherche de partenaires que de l'écriture du dossier. Et voilà, donc on finance 50% de la prestation externe. Voilà, avec une limitation à 25 000 € de la prestation. Voilà, ça peut être moins, mais bon, ça permet quand même d'avoir un volume d'intervention intéressant de la part d'un prestataire spécialisé. Le diagnostic Europe, c'est la même chose, sauf que c'est pour des projets individuels, majoritairement pour le IC Accelerator. Donc ça, on l'a mis en place dans la dernière période d'Horizon 2020, ça a bien marché. Il s'agit de la même façon d'une subvention qui finance la moitié de la prestation d'un consultant qui va aider à monter le projet. Donc pour revenir à ce qui a été présenté, c'est pas pour faire le mini dossier de 5 pages, mais c'est pour faire le dossier de complet qui suit cette première sélection, pour laquelle on attend un taux de sélection de 30% à peu près. Et ça se passe par une inscription en ligne, diageurope.bpifrance.fr. On va regarder avec vous si le dossier, on pense qu'il a des chances, et si oui, on va vous financer la prestation que vous demandez. Donc ça ressemble beaucoup, ça ressemble un petit peu à ce qui a été indiqué sur l'intervention des coachs pour développer le business plan et le dossier complet. La commission va financer, si l'entreprise le veut, 3 jours d'un coach sur la plateforme de montage des dossiers EIC Accelerator. Là, c'est complémentaire, c'est 15-20 jours. Donc si besoin, ça permet de bénéficier d'une expertise extérieure pour muscler l'écriture et la constitution du business plan.
dans un contexte où les projets sont pour beaucoup excellents et la forme compte. Donc voilà, donc il y a à la fois la question de la forme et du fond, et je terminerai là-dessus en disant, sur la différence entre coach et consultant, c'est souvent une question de terminologie. La commission a une petite difficulté avec ça, parce qu'il y a des pays où il y a beaucoup de consultants, d'autres où il y en a peu, donc ça introduit une dissymétrie et un déséquilibre entre les chances des entreprises. Donc elle a tendance à appeler consultant un type d'intervention pas toujours positive, où il s'agit essentiellement d'un dossier qui n'est pas forcément excellent, d'en faire un dossier excellent en le réécrivant. Donc ça, c'est pas bien, en gros. Le coach, lui, c'est bien, il accompagne, il guide le chef d'entreprise et il lui donne des conseils à forte valeur ajoutée. En pratique, les intervenants sont souvent les mêmes. Donc un bon consultant, c'est un bon coach. Un bon consultant, c'est un coach. Donc voilà, je voulais pas opposer ces deux notions qui sont souvent, disons, qui recouvrent des choses qui sont souvent comparables et identiques. Voilà pour moi. Merci Christian. Et on dit souvent qu'un coach, il vous aide, il vous explique comment pédaler, alors que le consultant, il pédale à votre place. Mais ça, c'était pour la boutade. Je vais passer la parole à Agnès Fourcault du PMT, qui va rapidement nous présenter ce nouveau dispositif. Alors, je suis désolé pour les entreprises hors Bourgogne-Franche-Comté. On va faire rapide uniquement, mais je suis sûr qu'il existe des dispositifs analogues dans d'autres régions. Et on va passer la parole donc à Agnès Fourcault du PMT. Bonjour à tous et merci de m'avoir permis d'intervenir. Donc le PMT, c'est un pôle de compétitivité depuis 2005 avec plus de 200 adhérents et il catalyse l'innovation, il accélère le business des entreprises industrielles en Bourgogne-Franche-Comté, notamment via l'animation du cluster régional PMT Santé qui était l'ancien cluster Innovels. Et nous accompagnons des startups grâce à leur accélérateur régional propulseur dont a pu bénéficier Archeon, par exemple. Et c'est vrai que l'an dernier, quand il a parlé de son projet au pôle, on était un petit peu démunis pour l'accompagner sur ce dispositif spécifique. Donc depuis, on a progressé, on s'est renseigné, et son parcours européen nous a inspirés et on souhaitait faciliter l'accès des entreprises innovantes au dispositif ISI Accelerator. Puisque vous l'avez, si vous pouvez changer de diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Vous l'avez compris des présentations précédentes, l'IIC Accelerator, c'est un formidable outil, mais il est très concurrentiel, donc il est important d'être accompagné. La quasi-totalité des entreprises lauréates le sont. Et pour cela, nous lançons aujourd'hui un appel à start-up auprès des entreprises donc implantées en Bourgogne-Franche-Comté et spécialisées en santé, pour redire ce qu'a bien précisé Laurent. Et pour ces entreprises-là, on peut prendre en charge jusqu'à 70% du coût de la prestation de montage d'un dossier IIC Accelerator auprès d'un conseil spécialisé. Donc, je ne débat pas du consultant en coach, etc. Notre objectif, c'est vraiment qu'il y ait un conseil performant qui permette à cette entreprise d'être lauréate et financée. Et notre process nous permet de ne pas faire avancer ces montants pris en charge par l'entreprise. On passe des conventions bilatérales et donc ça soulage d'autant la trésorerie des entreprises. Il n'y a pas besoin d'avancer ces 70%. Et si tu peux passer, j'ai dernière diapositive, j'ai juste mis nos coordonnées pour que vous les ayez dans la présentation pour pouvoir nous contacter si vous êtes intéressé pour ce dispositif. Merci beaucoup encore une fois. Merci Agnès. Et donc, on va parler aussi de l'offre d'accompagnement aval, puisque c'est, je dirais, la caractéristique de l'EIC, c'est que vous avez un accompagnement à la fois en amont, ce qu'on va retrouver dans quasiment tous les dispositifs de financement européens, mais là, chose un peu nouvelle, ou exclusive à l'EIC, ou quasi exclusive. Et on a également une offre d'accompagnement aval, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez le contrat avec la Commission européenne, ou que vous vous lancez dans cette phase d'investissement, vous n'êtes pas seul. Alors, le premier dispositif d'accompagnement qui est, lui, propre à l'EIC, c'est ce qu'on appelle le service d'accélération business et qui s'est construit autour de la... Alors, vous voyez l'adresse que je vous ai mis sur le slide. C'était au départ la communauté des bénéficiaires de l'instrument PME, mais qui est en train d'évoluer. Et ce Business Acceleration Service, vous voyez, il regroupe à la fois une communauté de grandes entreprises qui sont là pour faire ou du mentorat ou de l'ouverture vers, je dirais, des VCs. Alors, ça peut être parfois des VCs qui sont internes à certains de ces grands groupes.
Et donc, l'EIC organise des séances de pitching et de rencontres entre les lauréats de l'EIC et ces grandes entreprises. Vous avez donc du coaching, on en a parlé, hein, donc du coaching à la fois pour vous aider à préparer, après le pré-filtre, vous aider à préparer la copie complète. Vous avez aussi du coaching post-évaluation, enfin, au moment du démarrage et de la mise en œuvre du projet. Alban de Luca en a parlé tout à l'heure sur le coaching dont il bénéficie dans le cadre de son projet. Donc une plateforme communautaire hein, qui réunit à la fois donc ces grandes entreprises, mais aussi des investisseurs et d'autres membres, d'autres bénéficiaires, comme vous le serez, j'espère. Et puis un certain nombre d'événements de réseautage, tels que des corporate days ou également la participation. Alors ça, c'était vrai avant le Covid. Enfin, ça l'est toujours, mais peut-être ça a pris un peu de plomb dans l'aile en ce moment. On a des participations à des grandes foires commerciales ou des événements B2B où l'Europe est présente alors justement plutôt dans les autres continents que l'Europe. Et sachant qu'au niveau du réseau EEN, nous organisons aussi beaucoup c'est une de nos spécialités, des événements B2B européens dans lesquels on va retrouver aussi de plus en plus des bénéficiaires de l'EIC et pas uniquement des partenaires commerciaux ou techniques, mais aussi parfois des partenaires financiers. Et puis, dans l'offre aval, il y a également, pour ceux alors, si, un point important, excusez-moi, j'allais l'oublier, c'est le petit logo en bas à droite qui m'y fait penser. Ce dispositif d'accélération business est aussi disponible pour les lauréats malheureux, si je puis dire, c'est-à-dire ceux qui reçoivent le saut d'excellence. Alors, vous vous rappelez peut-être, Jean-Jacques en a très bien parlé tout à l'heure, qu'à l'issue de l'évaluation, si votre projet est considéré comme bon, mais pas suffisamment bon. Alors autrefois, c'était, pour ceux qui ont connu dans la période H2020, c'était une question de notation. Maintenant, il n'y a plus de notation. Mais on vous octroie ce qu'on appelle un saut d'excellence, qui malheureusement, jusqu'à une période récente, n'était pas toujours facile à utiliser, si ce n'est au travers d'instruments de mise en relation avec des investisseurs. Et là, je vais repasser la parole à Christian Dubarry qui va vous parler de l'outil Euroquity que BPI France a lancé à cette occasion. Mais avant cela, je voulais aussi vous préciser, sans rentrer dans un jargon juridique communautaire, que aujourd'hui, il y a une évolution des régimes d'aide qui est en cours et qui devrait permettre à terme, très prochainement, de pouvoir financer, alors pas totalement, alors sur la partie subvention, hein, pas totalement de manière équivalente à ce que fait l'EIC, mais de manière assez proche, des projets qui seraient jugés comme bons, mais peut-être pas suffisamment dans le haut du panier, et qui bénéficieraient de ce saut d'excellence au travers d'instruments, notamment comme le FEDER. Et je crois savoir que dans le FEDER, en tout cas en Bourgogne-Franche-Comté, et je crois, Jean-Jacques, que ça doit être le cas certainement en Grand Est, puisque c'était une recommandation faite par la Commission à tous les États membres et par ensuite au niveau de l'État français aux régions, d'inclure dans le volet financement de l'innovation du FEDER la possibilité d'aller financer des lauréats du saut d'excellence. Alors ça, c'est pour la partie subvention. Et pour la partie equity, il y a cet instrument Euroquity qui a été mis en place. Et Christian, je te repasse la parole. Merci Laurent. Oui, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Donc, la plateforme Euroquity, vous la connaissez peut-être. C'est une plateforme qui a été lancée à la fin des années 2000 pour mettre en relation des PME avec des investisseurs. Quand le Seal of Excellence a été lancé comme concept, on s'est dit que c'était une bonne idée d'accompagner les entreprises qui en bénéficiaient dans la prise de contact avec des investisseurs. Sur une base européenne. Donc on a lancé ça en 2016 et aujourd'hui il y a 1500 entreprises européennes qui sont dessus. On a organisé régulièrement des pitchs en ligne avec une sélection de 7 ou 8 entreprises.
pour faire en sorte qu'elles puissent présenter leurs projets des investisseurs. Ça a bien fonctionné et je pense que apparemment la Commission va reprendre cette idée-là d'accompagnement des sociétés Seal of Excellence dans le cadre des Business Acceleration Service et peut-être dans le cadre d'autres dispositifs d'accompagnement, donc c'est très positif. EuroQuity, ça peut s'utiliser aussi directement, c'est gratuit, hein, c'est un outil public gratuit qui comporte une grande base d'investisseurs et qui peut donner des contacts complémentaires utiles. Donc je vous invite tout à fait à vous afficher dessus avec les labels qui sont disponibles, qui soient des labels de Pôle, de SAT en France et puis d'autres entités européennes qui existent et avec qui nous travaillons pour accroître la visibilité de votre société sur la plateforme vis-à-vis d'investisseurs en capital. Voilà. Merci Christian. Et dernier accompagnement spécifique aval, donc qui pour l'instant est à venir, est annoncé. Sachez qu'à partir de 2022, le réseau EEN aura dans ses nouvelles missions de faire bénéficier d'un package de 3 à 5 jours d'appui gratuit, notamment aux bénéficiaires du saut d'excellence. Alors, soit pour identifier d'autres sources de financement, soit pour finaliser, de peaufiner leur projet et leur redonner des chances de redépôt, mais également un appui aux femmes CEO, enfin, c'est-à-dire plutôt aux startups et aux PME de rupture dirigées par des femmes, pour les inciter, les accompagner dans la soumission de projets à l'AJC Accélérateur. Alors sachez que la Commission européenne a de grandes ambitions on parlait du gender equity depuis ou de l'égalité des chances depuis le début de cette matinée pour dire que c'était un des critères importants. Et je sais qu'au-delà de ce critère, la Commission a pour ambition de financer 40%. Alors c'est une ambition, hein, c'est pas un critère éliminatoire, de financer 40% des projets EIC Accelerator sur des entreprises qui sont dirigées ou dans lesquelles le staff dirigeant comporte des femmes. Et puis cette dernière chose, un échange de bonnes pratiques aussi entre les régions, de façon à proposer un accompagnement de meilleure qualité. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on ne sait pas encore grand-chose, mais qui est dans le Work Programme 2021, mais pour un démarrage en 2022 de la Commission européenne, et on aura l'occasion d'y revenir le jour où ça sera en service, si je puis dire. Jean-Jacques, je te laisse peut-être la parole pour finir avec quelques informations et quelques chiffres sur le passé et chiffres encourageants pour le futur. Donc là, on vous a mis sur cette slide le nouveau site horizoneurope.gouv qui remplace le site horizon2020.gouv, hein, qui n'est pas complètement finalisé, mais qui est en train de se finaliser. Jean-Jacques, si tu veux continuer. Oui, tout à fait. L'accompagnement en région, tu l'as commencé à le décrire, hein. Donc évidemment, le réseau Enterprise Europe Network, hein, au travers des chambres de commerce et d'industrie et de l'agence régionale d'innovation Grand Innov Plus en Grand Est, les pôles de compétitivité, la BPI France. Merci à Christian Dubarry d'avoir pris de son temps pour nous expliquer tout ce que la BPI faisait sur le sujet. Mais bien évidemment, il faut se rapprocher des équipes en région, que ce soit en Grand Est et en Bourgogne-Franche-de-Comté, puisqu'elles sont quand même extrêmement actives sur le sujet. Et puis, je voudrais citer également les bureaux de représentation à Bruxelles. D'ailleurs, cette présentation, cet événement ce matin, nous le faisons en coopération avec Grand Est Europe, hein, qui est notre représentation à Bruxelles. Quand je dis notre représentation, c'est celle de l'ensemble des acteurs institutionnels en Grand Est, et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que tout ce que je vous dis, c'est de faire à la fois le lien avec le territoire, c'est-à-dire que quand on ne peut pas parler de projet hors sol, et il faut absolument qu'on soit le plus proche de vous. Quand je dis vous, c'est les porteurs de projets, ces entrepreneurs, mais en même temps, il faut qu'on soit proche de la Commission européenne pour bien comprendre ce qui va se passer, ce qui se passe,
de telle manière à ce que déjà l'information que vous ayez soit la meilleure possible et que derrière, voilà, on utilise au mieux ces instruments. Tous ces millions, ces milliards qu'on évoque, hein, finalement, ils ont un seul objectif, c'est comment on fait pour faire en sorte que l'Europe continue à peser quelque chose en termes de recherche et d'innovation dans 5 ans ou dans 10 ans. Et puis dans le projet européen globalement, c'est comment je fais pour faire travailler des gens ensemble qui n'avaient pas forcément vocation à travailler parce qu'eux, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas la même géographie, ils n'ont pas l'idée naturelle de pouvoir coopérer ensemble. Diapositive suivante. Alors, quand on parle de projets, aujourd'hui, on a 4 projets accélérateurs. Alors, sur la phase pilote qui ont été retenus depuis fin 2019, c'est pratiquement une vingtaine de projets depuis 2014 qui ont été retenus à la fois sur des projets, ce qu'on appelait phase 1, c'est-à-dire des bourses de 50 000 euros, mais aussi des projets beaucoup plus importants, puisqu'on est arrivé sur des financements qui étaient des financements à 5 millions d'euros, alors notamment dans le domaine de la santé pour des études cliniques. Et puis également, j'ai mentionné Eurostar. Pourquoi? Parce que autant le projet Instrument PME, alors vous l'avez expliqué, c'est une seule entreprise qui dépose son projet. Eurostar, ça permet de faire de l'Europe. Alors c'est un peu différent, mais ça le fait en petit comité. Donc on voit qu'il y a souvent une porosité entre les deux. Et on a plus d'une vingtaine de projets Eurostar qui ont été acceptés. Eurostar partage aussi d'ailleurs une caractéristique avec Instrument PME, c'est que c'est un peu un programme blanc. Quand je prends l'image du patinage artistique, vous avez les figures libres. Car finalement, vous venez à un projet qui soit en santé, dans le digital, dans les matériaux, dans ce que vous voulez en chimie. Vous pouvez aller vers. Donc, il y a un certain lien entre ces projets. Et d'ailleurs, on a vu que des projets qui n'avaient pas été pris dans l'instrument PME pouvaient, sur la base d'un petit consortium, après repasser sur le volet Eurostar. Donc, vous voyez, c'est quand même un nombre. Alors, ce n'est pas des centaines et des centaines d'entreprises, hein, mais il y a quand même un nombre assez significatif d'entreprises qui font ce type de projet. Et on remarque aussi que quand les gens vont dans l'instrument PME ou dans Eurostar, ils ont envie d'aller dans d'autres programmes européens. Et je dirais que ça devient un peu addictif, c'est-à-dire que les gens vont vraiment bien aimer ce genre de projet. Suivant. Et bien voilà. La suivante, c'est la slide de conclusion. C'est la conclusion. Et il est pile midi. Donc, alors simplement, on a quelques questions auxquelles on a répondu pour la plupart dans le chat. Oui, une précision de Christian Dubarry. Tout ce qui est aide diagnostic Europe et les aides Europe de BPI, le contact, vous le verrez dans les slides, hein, c'est bien le contact qui est au siège de BPI et non pas le contact dans votre BPI régional, même si de toute façon, je pense que si vous contactez votre conseiller BPI régional, il saura vous réorienter, mais sachez que l'adresse directe, c'est celle qui est dans les slides et qu'on vous redonnera. Mais c'est toujours bien d'aller voir son BPI régional. Déjà, ça vous fait connaître si vous n'êtes pas connu déjà. Et ça resserre les liens. Oui, parce que comme vous avez vu, un certain nombre de lauréats, et ça c'est une des caractéristiques, ont déjà été lauréats de e-Lab ou Innov, enfin de ce type de concours qui, quelque part, sont déjà, au niveau national, sont déjà un garant de qualité vis-à-vis des autorités, des évaluateurs européens. Souvent, on s'aperçoit que la plupart des projets lauréats ont déjà été primés ou bénéficié d'aide dans d'autres concours au niveau régional. Une autre question qui était... non, je crois qu'on a répondu au nombre de questions. Oui, alors, une question, c'était les projets EIC retenus, le nombre de projets EIC retenus est limité. Oui, c'est en effet un concours, hein, mais vous voyez les chiffres qu'on vous a montrés dans le slide précédent, que ce n'est pas inaccessible. Existe-t-il des dispositifs d'aide pour des projets moins volumineux avec un coaching pour la stratégie de commercialisation produits logiciels sans nécessairement l'aboutissement d'un dépôt IC? Alors des dispositifs de projet dans lesquels il y a un coaching qui est intégré comme il peut l'être pour le IC. Quand je dis intégré, c'est-à-dire qu'il fait partie du contrat avec la commission et la commission finance et encadre ce coaching. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres, hein, Jean-Jacques, je pense sous ton contrôle, mais il est toujours possible de faire appel à des prestations d'accompagnement ou de coaching par les différentes structures de l'écosystème, telles que les nôtres ou d'autres, en parallèle du projet, voire même de se faire financer en sous-traitance cet accompagnement dans certains autres dispositifs.
Et puis, je voulais terminer aussi en vous signalant, alors ça a été signalé dans le chat, que nous allons continuer. Alors, nous avons fait un premier bout de chemin ensemble, Jean-Jacques et moi, enfin plutôt les équipes que je remercie aussi, les équipes de Grand Innov Plus mes équipes de CCI Bourgogne-Franche-Comté et les équipes de CCI Grand Est. Nous avons fait un bout de chemin ensemble sur l'EIC aujourd'hui, mais sachez que même si on continue à travailler de concert. On a prévu deux temps un petit peu différents en Grand Est d'une part, et vous avez le programme dans le chat avec un certain nombre de webinaires thématiques autour d'Horizon Europe, avec un lancement qui a eu lieu jeudi dernier. Et en Bourgogne-Franche-Comté, pour notre part, nous allons faire les mardis d'Horizon Europe au cours du mois de mai, le mois de l'Europe, avec une thématique par mardi. Je vous ai également mis ça dans le chat, mais on vous tiendra au courant. Jean-Jacques, si tu veux rajouter peut-être 2 mots sur votre cycle dont je viens de parler. Voilà, écoutez, non, c'est à peu près dans la même zone. Donc, l'idée, c'est d'être plus près du territoire, donc sur le Grand Est, sur les grandes thématiques, de pouvoir avoir des réunions qui ressemblent un peu à celles qu'on a organisées aujourd'hui, toujours centrées sur la vision soit d'un contexte national, soit de la Commission européenne sur une thématique, un témoignage de gens qui ont déjà eu des financements sur le sujet, et puis également les acteurs qui, sur le territoire, accompagnent les projets, de telle manière à ce qu'on ait l'information, qu'on voit à quoi ça ressemble, et puis en même temps, comment on va pouvoir faire au mieux pour que tout ce qu'on vous décrit, c'est-à-dire toutes ces opportunités qui sont offertes par l'Europe, hein, et l'Europe, quelque part, c'est nous, hein, puisque le budget de l'Europe, c'est pas un budget hors sol, mais c'est le budget des États membres. Donc, quelque part, en tant que contribuable, on participe aussi à cette aventure, faire en sorte qu'on puisse les utiliser au mieux et pouvoir, dans notre cas d'accélérateur, vraiment pouvoir permettre à des entreprises en Bourgogne-Franche-Comté, en Grand Est, de grandir et de devenir des champions dans leur domaine dans les 3 à 5 ans qui viennent. Voilà, j'en dirai pas plus. Et vraiment, je vous tiens à tous vous remercier. Et pour la partie Grand Est, je voudrais remercier en particulier Grand Est Europe, hein, qui est notre bureau de représentation, Virginie, Thomas, Gaëtan, parce que tout ça, c'est un travail coopératif. Et bien évidemment, merci Laurent, parce que évidemment, on se rend bien compte, hein, que quand on fait typiquement ce genre de réunion ensemble, voilà, ça permet de toucher plus de personnes et peut-être de donner des idées de projets à des gens qui se diraient pourquoi pas moi. Merci. Eh bien, merci à Jean-Jacques, merci à Christian Dubarry et Agnès Fourcault aussi pour leur intervention. Et bien entendu, de nouveau, un grand merci à Alban de Luca pour son témoignage qui, je pense, était à la fois inspirant et enrichissant. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous allons vous envoyer à chacun d'entre vous un accès tout au moins au PDF de cette présentation et le replay qui sera disponible, le replay du webinaire qui sera disponible d'ici quelques jours ou heures, et on vous indiquera où également par mail. Et n'hésitez pas non plus à revenir vers l'un ou l'autre pour toute question particulière ou si vous voulez déclencher un démarrage pourquoi pas être parmi les premiers lauréats de l'EIC Accélérateur. Rendez-vous à vos prochaines échéances et en vous remerciant encore et un très bon appétit. Merci à toutes et tous. Au revoir.